Bienvenue à tous. Je vous remercie. Nous allons commencer la conférence à 1h10. 120 personnes se sont connectées, donc toutes les personnes, la majeure partie des personnes qui étaient prévues sont présentes. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre appel. À propos nous allons parler du prélèvement à la source. Alors peut-être le sujet est porteur, donc c'est normal que vous soyez aussi nombreux. Donc je me présente, je m'appelle Patrick Zucco, je suis le responsable du pôle paye de la société d'Enfield Conseil. Donc je vais intervenir dans le cadre du webinaire. Deux autres personnes vont intervenir, Dany Joanneau, le directeur de la société d'Enfield Conseil, et François Laurent Vervou, directeur commercial de la société. Comment va s'organiser le webinaire? Donc le webinaire, on est dans un format de 2 heures, 1h30 de présentation. Donc nous allons vous expliquer comment nous allons mettre en place le prélèvement à la source dans votre logiciel de paye. Et donc nous avons consacré en fin de présentation une demi-heure aux questions-réponses. Donc vous le voyez normalement sur la partie droite de votre écran, vous avez accès à un chat. À partir duquel je vois qu'il y a déjà d'ailleurs des messages qui ont été postés. Donc vous pouvez envoyer vos messages, vous pouvez poser vos questions. Et alors je vous conseille plutôt de les poser au fil de l'eau dans le chat, posez-les plutôt à la fin, au moment où on sera sur la partie questions-réponses. Ce sera plus simple pour trier vos questions et y répondre. Alors, le programme de la présentation, comment elle va se dérouler. Donc, ce que je vous disais, la première année, effectivement, on va vous présenter les éléments. Dany Joanneau donc, va prendre la parole et va vous présenter le contexte du marché de la paye et les besoins associés. Je prendrai ensuite la parole pour vous présenter les grands principes du prélèvement à la source. Dans un troisième temps, je vous expliquerai comment et qu'est-ce que Sage a mis en place et quels outils ont été mis en place pour pouvoir traiter le prélèvement à la source. Et François Laurent Vervou terminera le webinaire donc, en présentant notre offre commerciale. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, questions-réponses en fin de webinaire. Je vais passer la parole à Dany Joanneau pour qu'il vous explique et qu'il vous présente le contexte du marché de la paie. Bonjour à tous, donc Dany Joanneau, directeur de Enfield Conseil. D'abord, je vous remercie d'être très présent. Je vais vous expliquer un peu la politique de Enfield par rapport au prélèvement à la source. Vous faites partie de nos clients qui ont été convoqués en ce jour du 10 juillet parce que vous avez des configurations, à mon avis, qui sont les plus impactées par rapport au prélèvement à la source. Alors, quand je dis impacté, aujourd'hui, le prélèvement à la source, c'est des gestionnaires de paie qui peuvent être multi-sociétés, voire multi-établissements, puisque vous savez que le prélèvement à la source s'appuie sur la DSN et en règle générale, le déclaratif sur la DSN se fait en multi-établissement. Des entreprises qui ont un nombre de salariés assez important ou des entreprises qui ont différents types de contrats, ce qu'on appelle des contrats courts, et qui vont avoir une spécificité au niveau de la DSN, un certain nombre de configurations qu'on verra tout à l'heure avec Patrick Zucco. Alors pourquoi aussi cette prise de parole assez tardive? Puisque vous savez que sur le prélèvement à la source, de nombreuses personnes s'expriment. Vous savez que chez Enfield Conseil, on prend la parole à un travail d'expertise. On fait partie des rares intégrateurs en France à être pilote autour du prélèvement à la source. Patrick Zucco et ses équipes travaillent depuis le mois de mai sur les différents tests qu'on a effectués avec la DGFiP. Donc maintenant, on a une vue relativement, je dirais pratiquement certaine, de l'impact au niveau des entreprises par rapport à l'obligation du prélèvement à la source et du rôle collecteur de l'employeur. Alors, je vais passer sur un point de vue un petit peu plus général par rapport à cet enjeu majeur. Donc, hormis, vous savez, les obligations techniques, on le sait qu'aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, on a cette obligation déclarative, donc l'obligation technique de produire une DSN. Le prélèvement à la source va renforcer encore cette obligation avec une notion de qualité de données
de plus en plus important. Alors, c'est un enjeu majeur au niveau du déclaratif, puisque vous savez que pour arriver à cet objectif, c'est un équilibre entre les compétences qui sont chez vous, la responsabilité du gestionnaire de paye et puis l'accompagnement des sociétés comme les nôtres pour obtenir donc à la fois donc une obligation technique mais aussi une qualité de données. On le voit déjà aujourd'hui, il y a des problématiques au niveau de l'URSSAF ou des caisses de retraite. Vous comprenez bien que maintenant avec le prélèvement de la source, ça sera encore plus parlant et on aura une obligation de qualité qui sera majeure. Alors face à cette obligation de résultat, en ce qui concerne donc le marché aujourd'hui, donc pour réussir ce challenge, il est bien évident qu'il faut s'appuyer sur un éditeur comme Sage, qui va nous permettre donc de s'appuyer sur des compétences et qui soit à l'écoute du réglementaire. C'est que c'est pas toujours très facile d'avoir en temps et en heure toutes les informations des différents organismes. Donc on a la chance d'avoir un éditeur donc qui est leader dans ce domaine et qui a des relations privilégiées avec la DGFiP. Deuxième chose, aujourd'hui, de plus en plus, on va s'orienter donc sur le déclaratif. On a besoin d'outils qui soient les plus performants possibles et pour assurer à la fois, je dirais, une réactivité et une sécurité, on s'oriente de plus en plus sur des logiciels de type SaaS. On le verra tout à l'heure, on aura des solutions qui nous permettront donc d'utiliser ce qu'on appelle des plateformes déclaratives. Compte tenu de cette obligation de qualité et d'obligation technique, il y a un autre paramètre qui est important. Vous savez qu'on est obligé de faire du déclaratif dans un temps restreint. Donc, il est bien évident qu'il n'est pas toujours simple pour une entreprise d'avoir toutes les compétences pour assurer les flux numériques. Donc, ce que j'appelle l'externalisation partielle, il faut être appuyé par des entreprises comme Delphi Conseil pour vous aider à cette obligation. Et enfin, donc, par rapport à ce challenge, de nombreuses sociétés, compte tenu de ces difficultés, s'orientent éventuellement sur l'externalisation totale. C'est souvent les petites entreprises, les TPE, qui n'ont pas forcément les moyens ou la compétence en interne ou les capacités à pouvoir être accompagnées par des sociétés comme Delphi Conseil. Alors vous avez compris, face à ce défi numérique, il est bien évident que face à la DGFiP, il y a une nouveauté qui est quand même majeure. Aujourd'hui, vous étiez habitué à faire ce qu'on appelle du déclaratif, vous déposiez du fichier déclaratif. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très nouveau avec la DGFiP. On va faire ce qu'on appelle des allers-retours. On déposera des informations, puisque vous avez une obligation de collecteur, mais vous avez l'obligation aussi d'aller chercher des informations auprès de la DGFiP qui va vous communiquer un certain nombre de choses, on verra avec Patrick tout à l'heure. Donc on a ce qu'on appelle des allers-retours avec cet organisme. Donc il faudra gagner en productivité, mais surtout il faudra amener de la sécurité dans les échanges. Évidemment, si on se trompe sur de la connaissance, sur des informations qui sont apportées par la DGFiP, vous aurez un impact direct donc sur vos salariés et les difficultés qu'on pourrait avoir à traiter ce genre de choses. Je vais passer après donc à Patrick Zucco la parole, mais ce que j'ai voulu vous dire aussi, c'est que voilà, j'ai voulu qu'il y ait une présentation donc des prélèvements à la source qui ne soit pas théorique, qui ne soit pas qu'un effet marketing. Donc, vous allez voir avec Patrick qu'on est rentré dans le détail et vous allez avoir vraiment l'impact donc du prélèvement à la source auprès du gestionnaire de paye. Donc vous allez avoir vraiment un descriptif très présent et très concret de comment vous allez traiter demain matin donc cette obligation auprès du prélèvement à la source et qui aura un impact fort évidemment auprès des salariés. Voilà, je crois que j'ai été assez rapide. Je vais te laisser la place, Patrick, pour que tu puisses montrer à nos clients donc les différentes étapes du prélèvement à la source. Je vous remercie tous. Je te remercie, Dany. Donc effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, le prélèvement à la source. Donc effectivement, deux étapes. D'abord, je vais vous expliquer le prélèvement à la source, les grands principes du prélèvement à la source, et ensuite on travaillera effectivement, comme vous l'a expliqué Dany, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vais vous montrer les nouveaux écrans et les nouveaux éléments qui ont été mis en place dans la PayStage. Alors, comme l'expliquait Dany, alors c'est pas depuis le mois de mai qu'on est rentré dans le pilote du PASS, mais depuis le mois de mars, en fait, que nos équipes travaillent depuis qu'en fait chaque éditeur a signé la charte avec la DGFiP. Effectivement, ils nous ont sollicité pour qu'on travaille avec eux pour construire l'outil le plus propre possible et le plus complet possible.
Le pilote s'est terminé le 30 juin dernier. Et donc Sedge et en tout cas les principaux éléments du prélèvement à la source sont d'ores et déjà en place. Et puis maintenant il faut le déployer, il faut vous expliquer, il faut le mettre en place dans vos entreprises. Les grands principes du prélèvement à la source. Alors je vais pas détailler reprendre chaque élément du prélèvement à la source, mais j'ai fait ressortir les éléments principaux du prélèvement à la source. Le premier élément que je voulais mettre en avant, c'est la date d'application du prélèvement à la source. C'est-à-dire que le prélèvement à la source va entrer en vigueur et vous devrez prélever les impôts sur les bulletins de paye à partir des salaires versés le 1er janvier 2019. Pourquoi j'insiste sur cette notion de versement? En effet, par exemple, pour les sociétés qui sont en décalage de paye, et le décalage de paye existe encore, le décalage fiscal, le décalage social a été supprimé l'année dernière, mais le décalage fiscal existe encore. Pour toutes les sociétés qui sont en décalage fiscal, qui payent leur salaire, donc qui paieront leur salaire de décembre, de la période de paye de décembre en janvier, le prélèvement à la source devrait être mis en place dès le mois de décembre 2018. Donc c'est encore même plus vicieux que ça, mais ça évidemment on vous l'expliquera, on vous accompagnera. Mais pour les soldes de tout compte que vous verserez sur la période de paye de décembre, mais dont vous verserez le montant au mois de décembre, il ne faudra pas appliquer de prélèvement à la source. Donc on est vraiment dans une mise en place au 1er janvier 2019 pour les salaires qui sont versés en janvier 2019. Deuxième sujet sur lequel je voulais insister, c'est qui est concerné par le prélèvement à la source. Tout le monde est concerné par le prélèvement à la source. Il n'y a aucune exception, ni en termes de code APE, ni en termes de taille d'entreprise. Alors il y a une exception il y a une communication qui a été faite récemment où les salariés employeurs, a priori il y a un report qui serait prévu, mais en tout cas vous en tant qu'entreprise, vous êtes concerné, il n'y a aucune communication ou information qui repousserait le prélèvement à la source. Donc on parle bien de toutes les entreprises qui sont concernées. 3 nouvelles obligations liées au prélèvement à la source, l'obligation de prélever l'impôt, l'obligation de le déclarer et l'obligation de le reverser. Toutes les obligations, vous allez devoir les traiter à travers la DSN. Donc c'est le dispositif que l'État a choisi pour porter le message de la DSN. Je reviendrai tout à l'heure sur effectivement les éléments que vous allez avoir à transmettre et les échanges qui vont être mis en place dans le cadre du prélèvement à la source. Même pour les entreprises qui n'auraient pas adhéré à la DSN, on a le cas dans nos clients, par exemple l'établissement à Mayotte ou les sociétés qui font office de caisse de retraite, qui n'ont pas adhéré à la DSN, ne seront pas exonérés de PAS. C'est-à-dire qu'il y a une norme spécifique qui a été mise en place et qui s'appelle le PASRO. Et donc du coup que Sedge traite et qui a mis en place et qui sera disponible dès le mois de septembre. Le schéma de fonctionnement du prélèvement à la source, je ne veux pas revenir en détail sur chaque élément, je pense que vous maîtrisez le sujet. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je voudrais mettre en avant, c'est surtout les relations qu'il y a entre l'administration fiscale et l'employeur ou la caisse de retraite, donc sur la partie droite du schéma, et donc la flèche verte et la flèche rouge. Effectivement, ce qu'il faut que vous compreniez dans le cadre de la mise en place de la phase 4, alors quand je dis phase 4, effectivement, c'est le prélèvement à la source, même si ce n'est pas le terme qui est utilisé, nous considérons que c'est la phase 4 de la DSN. Jusqu'à maintenant, on est dans la logique dans le cadre de la DSN, de mettre à disposition des informations auprès des organismes de protection sociale, l'URSSAF, les caisses de retraite, les instituts de prévoyance, et puis les caisses analyser vos données, et puis vous expliquer et valider les informations que vous leur avez transmises. Là, pour la première fois, vous allez transmettre de l'année chaque mois, dans le cadre de la DSN, vous allez transmettre les éléments concernant vos salariés, et en réponse à votre DSN, la DGFiP va vous transmettre pour chacun des salariés qui sont contenus dans votre DSN le taux d'imposition qu'il faudra que vous appliquiez. Donc pour calculer vos bulletins de paye M+1, vous aurez besoin de traiter et d'incorporer dans votre logiciel de paye des données qui vous auront été transmises par la DGFiP. Donc on est vraiment dans un dialogue qui s'instaure entre l'entreprise et la DGFiP, et un dialogue qui va être nécessaire et qui va vous permettre d'obtenir des données qui vont permettre de calculer vos bulletins de paye. Donc on va devenir dépendant effectivement de la DGFiP par rapport au terme. On va devenir dépendant mensuellement parlant dans le cadre de l'emploi de la DSN.
Et même au-delà de ça, on va même pouvoir devenir dépendant de la DGFiP au jour le jour. Ça veut dire que si vous avez bien compris, effectivement, les taux que vous allez devoir appliquer sur le bulletin de paye, vous allez les obtenir en réponse à votre DSN. Pour les nouveaux salariés, effectivement, qui ne sont pas dans votre DSN du mois précédent, vous pourrez même avoir à discuter avec la DGFiP à demander le taux à appliquer au jour le jour. C'est-à-dire qu'un salarié qui rentre, vous créez sa fiche, et comme vous faites une DPAE, par exemple, vous aurez à communiquer dans le cadre de ce qui s'appelle Topaz. Je ne rentrerai peut-être pas forcément dans les détails, parce que c'est des choses qui sont encore en train d'être mises en place. Mais vous aurez à communiquer avec la DGFiP dans le cadre de votre logiciel de paye et réincorporer le taux que vous aurez obtenu dans le cadre de votre outil, pour pouvoir calculer le bulletin. Le pass en 4 étapes, donc je vais vous expliquer les différentes étapes que va impliquer le pass. Alors effectivement, de printemps 2018, chaque salarié, chaque contribuable a fait sa déclaration, après rempli sa déclaration d'impôt. S'il l'avait rempli sur Internet, normalement en fin de déclaration, il a dû obtenir le taux, il a dû choisir le taux qu'il appliquerait à partir du mois de janvier 2019. Donc on est rentré en plein dans le prélèvement à la source depuis le printemps 2018. La deuxième étape, c'est qu'effectivement, c'est cet été où les impôts, la DGFiP va utiliser toutes les données qui ont été transmises dans chaque déclaration d'impôt et va calculer le taux définitif pour pouvoir le transmettre à partir de l'automne. Effectivement, alors là, du coup, je précise bien le mois de mise en place, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un mois, on parle beaucoup du mois de septembre, et la DGFiP communique beaucoup autour du mois de septembre. Mais les taux ne seront mis à disposition qu'à partir du mois d'octobre par la DGFiP. Ça veut dire que ce sera en réponse à votre DSN que vous enverrez du mois de septembre, évidemment que vous enverrez le 5 octobre ou le 15 octobre. La DGFiP, pour la première fois, vous mettra à disposition les taux en retour de votre DSN. Et ces taux-là, la DGFiP vous conseille de les afficher dès le mois d'octobre, donc sur le bulletin du mois d'octobre, donc on est plutôt fin octobre, plutôt que début octobre, de les afficher sur vos bulletins de paye. L'objectif, c'est de faire de la pédagogie. Ça veut dire que l'idée de la DGFiP, alors il n'y a pas d'obligation en tant que telle par rapport à la préfiguration sur le bulletin de paye, mais l'objectif, c'est que le salarié puisse se rendre compte déjà du taux qu'a communiqué la DGFiP. Est-ce que le taux est cohérent? Est-ce qu'il correspond bien à ce qu'on a choisi? Est-ce que le salarié aura choisi le taux neutre? Donc, est-ce que le taux finalement n'est pas trop élevé et le montant qui sera prélevé ne sera pas trop élevé? Donc, est-ce que le salarié, enfin, si vous voulez, le salarié aura le temps de réagir par rapport à la mise en place du prélèvement à la source? Donc, le taux, le montant également. Ça veut dire qu'il pourra se rendre compte dans le dernier trimestre 2018 de quelle somme sera prélevée sur son bulletin de paye. Alors, il faut être vigilant sur ces sujets-là dans le sens où il faut être conscient que le salarié, jusqu'à maintenant, avait l'habitude d'un montant de prélèvement qui était constant, s'il avait adhéré au prélèvement mensuel. Dans le cadre du prélèvement à la source, il faut bien expliquer à vos salariés que le montant du prélèvement, il va varier en fonction du net imposable de chaque mois. Ça veut dire que si la rémunération et net imposable varie chaque mois, le montant du prélèvement à la source variera. Mais déjà, le faire préfigurer sur le bulletin de paye à partir du mois d'octobre, ça a un sens que ça permettra aux salariés de se rendre compte de ce qui se passera. Donc on parle de phase de préfiguration. Je reviendrai tout à l'heure dans le cadre du déploiement qu'on vous proposera. La dernière étape, effectivement, c'est en janvier 2019. Donc c'est pour tous les salaires versés à partir du mois de janvier 2019. Le prélèvement à la source, il faudra l'activer. Ça veut dire que là, on sera vraiment dans la logique. Dans le cadre de la préfiguration, on affichera le prélèvement à la source, mais sans évidemment réduire le net à payer. À partir du mois de janvier, voilà, on réduira le net à payer, on mettra en place le système de telle manière que les éléments se calculent sur le bulletin de paye. Et évidemment, vous prélèverez l'argent sur les bulletins de paye de chaque salarié. Vous transmettrez les infos dans votre DSN du mois de janvier, donc au début du mois de février, et vous reverserez l'argent à vos impôts à la même échéance que l'URSSAF, donc c'est entre le 5 et le 15 du mois de février. Donc le mois de janvier, on sera sur le vrai démarrage du prélèvement à la source. Donc voilà ce que je voulais vous dire et voilà les éléments que je voulais mettre en avant par rapport au prélèvement à la source. Donc le démarrage qui est concerné, le vecteur qui va être utilisé, les nouveaux échanges et le nouveau dialogue qui se crée entre la DGFiP et l'entreprise, et puis donc ensuite les étapes principales que vous devrez suivre. Donc maintenant, le sujet suivant, c'est effectivement
qu'est-ce qu'a mis Sage en place dans son logiciel de paye pour traiter le prélèvement à la source. Donc là, on va vraiment rentrer dans le concret, dans le vif du sujet. Donc vraiment, c'est les écrans de paye que vous allez reconnaître et que vous découvrirez à partir de l'automne 2018. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a des changements qui ont été faits au niveau des fiches de personnel, des nouveaux onglets, des nouveaux écrans que je vais vous montrer et que je vais vous détailler. Il y a des nouveaux onglets qui ont été mis en place au niveau du bulletin de paye. Et puis évidemment, au niveau de cette déclaration sociale, ben, vous avez des nouvelles structures qui ont été mises en place. Le traitement du pass dans les fiches de personnel. Alors, comme vous pouvez le constater, dans la fiche de personnel, vous avez désormais, enfin à partir du moment où vous avez une nouvelle version, vous aurez à disposition un nouvel onglet qui s'appellera prélèvement à la source et qui va contenir en fait tous les éléments qui vont être utilisés pour le calcul. Deux écrans. Un écran qui va reprendre et qui va enregistrer, qui va afficher tous les éléments courants qui vont être utilisés sur vos bulletins de paye du mois courant. Donc je reviendrai en détail pour chaque champ pour vous expliquer en quoi il consiste. Et puis vous avez une deuxième partie qui va vous permettre de visualiser les historiques. Je vous expliquerai, j'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique, vous devez commencer à le constater dans le cadre de la DSN, d'un déclaratif qu'on associe à la période auquel est rapportée les cotisations. Donc la notion d'historique, tous ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on corrige une cotisation, là on est au mois de mai, on corrige une cotisation sur le mois d'avril, en théorie, de plus en plus, il faut être capable de dire ma correction, elle porte sur le mois d'avril, donc sur l'historique, si vous voulez. Donc vraiment, c'est une notion qui prend de plus en plus de sens dans la paye et qui va en prendre également dans le cadre du prélèvement à la source. Donc c'est pourquoi Sage a mis en avant ces informations sur la fiche de personnel, pour que vous puissiez les visualiser. On verra tout à l'heure d'ailleurs que dans le cadre de régularisation, par exemple, ça a tout son sens. Le premier écran. Alors, plusieurs zones que je vais vous expliquer. La première zone, c'est le taux barème. Donc, le taux barème, c'est simple, c'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez la DGFIP, donc vous avez transmis votre DSN à la fin du mois de septembre, par exemple, et la DGFIP, dans le retour qu'elle vous fait au début du mois d'octobre, ne vous transmet pas de taux pour le salarié en question. Donc, ça veut dire que mécaniquement, il faudra que vous appliquiez un taux par défaut. Et le taux par défaut, pour le calculer, Sage s'appuiera sur le barème que vous avez indiqué. Dans 90% des cas, de toute façon, vous utiliserez le barème 13, le barème standard, le barème mensuel métropole. Alors, qu'est-ce que c'est que le barème? C'est tout simplement un taux célibataire sans enfant, qui va être calculé en fonction d'une grille que je vous montrerai tout à l'heure, je vous préciserai tout à l'heure. Par rapport à la rémunération imposable du salarié, il y a un taux qui va se déclencher et qui se calculera au niveau de la rubrique du prélèvement à la source. Le taux barème, par exemple, sera utilisé pour les nouveaux salariés. Les salariés qui entrent dans la société pour lesquels vous n'aurez pas demandé de taux, bah, du coup, ce sera le taux barème qui s'applique. Le deuxième champ que Sage a ajouté, c'est le taux nominatif. C'est-à-dire que ça, ce champ-là, sera alimenté chaque mois. Donc, vous avez transmis votre DSN, vous récupérez le compte-rendu métier que va vous transmettre la DGFIP, vous allez l'importer, et donc le taux va s'importer dans la fiche de personnel. C'est le taux qui va s'appliquer sur votre bulletin de paye. La case pas de taux, alors je vous montrerai des exemples tout à l'heure, elle a un sens par rapport aux personnes qui vont appliquer le taux neutre. Ça veut dire que c'est la personne, le contribuable, a choisi de ne pas communiquer son taux à l'entreprise. Et donc, du coup, donc cette case, elle va se remplir au moment de l'import. Et donc, si cette case est cochée, ça veut dire que le taux sera également à 0, le taux nominatif. Ça veut dire que c'est le taux barème qui s'appliquera, le barème que vous avez indiqué juste au-dessus. La date de validité. Alors, du coup, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les taux que vous allez importer chaque mois, pour chacun de vos salariés, aura une durée de validité de 2 mois. Ça veut dire que vous allez importer votre taux, par exemple, donc vous avez envoyé votre DSN du mois d'octobre, vous obtenez un taux au mois de novembre. Le taux que vous avez importé au mois de novembre sera valable sur les payes de novembre, sur les payes de décembre et sur les payes de janvier. D'accord? 2 mois à partir du moment où vous l'avez incorporé.
la DGFiP a organisé, a créé cette date de validité. Cette date de validité va avoir un intérêt dans quel cas? Par exemple, le cas du CDD qui serait présent au mois d'octobre, qui ne serait pas là au mois de novembre et qui reviendra au mois de décembre. Ben là, dans ces cas-là, on pourrait imaginer qu'au mois de décembre, vous appliquez le taux, sera toujours valide, puisqu'on sera toujours dans la période de validité du taux. Vous pourriez appliquer ce taux-là sans avoir pour autant importé le taux dans le cadre de la DSN. Donc les calculs seraient plus. Le type de taux, je ne m'attarde pas trop sur ce champ-là, puisque ça, c'est un champ que va remplir le logiciel de lui-même quand vous allez calculer le bulletin. L'identifiant CRM, on est dans la logique de la traçabilité que je vous ai expliqué tout à l'heure et dans votre capacité à justifier les taux que vous aurez importés. Chaque taux et chaque import que vous allez faire sera identifié par un numéro d'identifiant. Donc ça, c'est la première partie de l'écran que vous obtiendrez dans votre fiche de personnel. La deuxième partie de l'écran, elle concerne les historiques. Les historiques, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il va falloir que vous soyez capable de justifier systématiquement les éléments que vous aurez importés dans les calculs que vous aurez fait sur votre bulletin de paye, mois par mois. Donc, pour pouvoir expliquer les chiffres que vous avez calculés, ben, vous aurez accès aux historiques et l'ensemble des éléments est enregistré à chaque clôture mensuelle. La date du bulletin de paye, la rémunération nette que vous avez utilisée pour faire le calcul, le taux que vous avez utilisé, le montant du prélèvement, le type de taux et la date de validité. Donc, c'est des éléments qui sont enregistrés à chaque clôture et qui vous permettront de justifier vos calculs. En cas de retour de la DGFiP ou un salarié qui n'est pas d'accord avec le taux qui est appliqué, vous pourrez vraiment chercher tous les éléments et justifier vos éléments par ces historiques. Après, il y a des filtres qui ont été mis en place. Je ne m'attarde pas dessus. Un bouton qui va vous permettre d'accéder vraiment à l'ensemble des détails de ce que vous avez apporté. Et puis, vous aurez également accès aux régularisations PASS, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Les barèmes, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, Sedge a mis en place une nouvelle table que vous mettrez à jour une fois par an. Et donc là, par exemple, je vous montre les barèmes qui seront appliqués dans le cadre pour les salariés dans 90% des cas, c'est pas la barème et la table 13. Donc là, vous voyez, on a bien une notion de rémunération fiscale auquel on associe un taux. Donc par exemple, jusqu'à 1 367 €, on est sur un taux à 0%, entre 1 368 et 1 419, on a un taux à 0,5. Les seules exceptions qui pourront exister, mais bon, elles sont plutôt rares sur notre parc. Là, vous avez la table, c'est pour les métropoles. Si par exemple, vous avez un établissement dans les dom-toms, effectivement, vous aurez une autre grille à appliquer. Alors, ça, c'est effectivement la principale nouveauté en termes de procédure que vous allez appliquer dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Ça correspond aux flèches que je vous montrais tout à l'heure. La mise à vous allez mettre à disposition votre DSN à la DGFiP. La DGFiP va vous restituer les données. Ça veut dire que systématiquement, donc chaque mois vous allez envoyer votre DSN, 5 jours après l'envoi de votre DSN, la DGFiP va vous mettre à disposition sur Net Entreprise, sur votre espace Net Entreprise, pour chaque déclaration que vous allez envoyer, donc N établissement N DSN, vous allez recevoir autant de comptes rendus métiers. Ces comptes rendus métiers, vous allez devoir les enregistrer sur votre disque, sur votre ordinateur, dans le répertoire que vous aurez dédié au mois en question. CRM, qu'est-ce qu'il contient? Donc là, effectivement, là, je vous ai affiché un exemple de CRM, c'est un fichier XML. On se rend compte dans ce fichier-là, effectivement, on a un identifiant, donc ça c'est l'identifiant dont je vous parlais, qui va vous permettre d'identifier le fichier que vous allez importer. Et voilà. Et donc là, par exemple, pour M. Jean Pousse, on a un exemple, le matricule 1000. Là, on a un taux d'imposition qui est communiqué par la DGFiP de 14,50%. Ici, on est dans la logique d'un salarié qui était présent dans la DSN, mais qui a décidé d'appliquer un taux, donc il a décidé de ne pas communiquer son taux à l'entreprise. Donc là, vous voyez, on a une case qui est vide. Il n'y a pas de taux qui est communiqué par la DGFiP. L'exemple suivant, c'était surtout pour vous montrer que la DGFiP était également capable de gérer le NTT, ce qui me permet de vous préciser qu'effectivement, dans le cadre du prélèvement à la source, l'importance du numéro de sécurité sociale et de la qualité des données, Dany insistait sur le sujet tout à l'heure en introduction,
Là, en l'occurrence, la qualité de données au niveau de votre numéro de sécurité sociale, au niveau du nom de naissance, au niveau de la commune de naissance, au niveau de la date de naissance, va être primordial. C'est-à-dire que la DGFiP va s'appuyer sur l'ensemble des informations que vous allez lui fournir pour déterminer quel est le salarié en question et quel taux il faut appliquer. Donc, plus les informations sont précises et plus le taux sera juste. Mais en l'occurrence, elle gère le NTT. Donc, si jamais vous n'aviez pas le numéro de sécurité sociale, le prélèvement à la source et le taux sera quand même 30. Là, on est sur l'exemple d'un salarié qui a un taux à 0, donc il n'est pas impotable. Et là, on est dans le dernier exemple, effectivement, on est sur un taux à 12,2%. Donc, ce fichier XML que vous allez télécharger à partir de votre espace entreprise, c'est déjà mis à disposition comment ça va se passer chaque mois au niveau du logiciel de paye. Vous accéderez donc à la liste du personnel. Vous avez une nouvelle fonction d'import qui a été mise en place par Sage. Donc là, vous la voyez. Vous la lancerez et donc pour chacun de vos établissements, chacune de vos DSL, donc vous aurez obtenu un compte rendu métier et donc vous devrez réaliser l'opération d'import autant de fois que vous avez de compte rendu. Donc là, on le voit ici, et effectivement, à la fin de chaque import, vous obtiendrez un rapport qu'il faudra que vous vérifiez et contrôler, qui doit vous servir de justificatif en cas de contrôle. Pour reprendre l'exemple que je vous donnais, effectivement, là, par exemple, le salarié qui était à 14,5%, voilà comment le taux va s'incrémenter dans le logiciel de paye, et c'est le taux qui calculera au niveau du bulletin. La personne qui ne voulait pas communiquer son taux à l'entreprise, bah, du coup, là, vous vous rendez compte que dans la fiche de personnel, on est sur un taux à 0 et la case pas de taux dont je vous parlais tout à l'heure est cochée. Donc, ça, c'est vraiment l'import du CRM qui a déclenché le fait que la case soit cochée. Et là, en l'occurrence, le logiciel, il va déclencher le taux barème. Donc, il va s'appuyer sur le taux 13 que vous avez indiqué et il va calculer le taux. Là, ici, effectivement, on est sur un taux à 5%. Ici, on est sur le taux à 0%. Donc, vous voyez, là, la case pas de taux n'est pas cochée, mais on est bien sur un calcul à 0%. Donc, il y a une rémunération nette fiscale qui va se calculer, mais un taux à 0% qui déclenchera. Et ici, donc, sur un taux à 12%. Donc, voilà comment l'import du fichier XML va se traduire au niveau du logiciel de paye et du nouvel onglet prélèvement à la source. Quelques précisions sur l'import. Bon, ça, on vous le précisera en formation, mais effectivement, alors du coup, ça vous permet de voir quand même malgré tout le résultat que vous allez obtenir sur le bulletin de paye. Donc, effectivement, vous allez avoir une nouvelle rubrique non soumise, la rubrique 9887 dans l'exemple, qui va se déclencher, la rémunération nette fiscale et le taux que vous aurez importé va apparaître au niveau du bulletin de paye. Je vous montre aussi également à droite que vous pourrez avoir des anomalies en import de CRM. Effectivement, les anomalies, ce que je vous ai expliqué, vont beaucoup se rapporter au numéro de sécurité sociale. Est-ce que le salarié a bien été identifié? Est-ce que le salarié a bien été reconnu? Et effectivement, la DGFiP pourra vous indiquer que malgré les données que vous avez transmises, le salarié n'a pas été identifié. Donc là, je vous ai montré les nouveaux éléments au niveau des fiches de personnel, la nouvelle fonction d'import de chacun de vos CRM. Et donc là, effectivement, je vais vous présenter les nouvelles fonctions qui ont été mises en place dans le bulletin de paye, effectivement, qui vont vous permettre de traiter les régularisations dans le cadre du PAS. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourrez avoir des situations où, par exemple, le taux que vous aurez appliqué ne sera pas le bon, ou la rémunération nette fiscale que vous aurez calculée ne sera pas la bonne. Donc, effectivement, vous aurez des ajustements à faire au niveau du calcul du prélèvement à la source. Et ces ajustements, il faudra que vous les datiez. Ça veut dire que si vous avez fait vous trompez au niveau du taux que vous avez appliqué et le taux du mois de septembre, et que vous êtes au mois d'octobre, la régularisation, il ne faudra pas la porter sur le mois d'octobre, il faudra bien la porter sur le mois de septembre. Et vous aurez une rubrique spécifique qui se déclenchera sur votre bulletin en cours pour pouvoir calculer le montant. Mais il faudra bien la dater et l'associer à la période à laquelle elle correspond. Donc vous aurez nouveaux écrans au niveau du bulletin que vous pourrez déclencher. Vous pourrez choisir le type de régularisation que vous aurez appliqué, une régularisation de taux par exemple, une régularisation de rémunération nette fiscale. Ça peut être le cas par exemple où vous avez créé une nouvelle rubrique de mutuelle et que vous n'avez pas intégré dans votre calcul de net imposable. Effectivement, il y aura des ajustements qui pourront être réalisables au niveau des écrans qui sont ici.
régularisation d'indu, c'est dans le cas d'un rappel de salaire qui ne porte pas sur la période concernée. On ne va pas trop dans les détails, ça on le verra en formation. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous pourrez avoir à faire des ajustements et que les écrans étaient prévus par ceux-ci. Effectivement, du coup, on parle de mise en place du prélèvement à la source, on parle de simplicité. Évidemment, quand on parle de simplicité, on est quand même en France, donc les cas particuliers, ils existent. Et ils existent déjà, et je pense qu'on les a pas encore tous détectés. Il y en a plusieurs déjà qui ont été traités dans la PaySage. Donc, par exemple, la mise en place du prélèvement à la source a nécessité la création d'une nouvelle case à cocher au niveau du contrat de travail, à savoir une case à cocher contrat court. Alors, pourquoi cette case à cocher a été mise en place? C'est tout simplement pour tous les CDD de moins de 2 mois. Vous pourrez, si vous ne connaissez pas le taux du salarié, si la DGFiP ne vous l'a pas transmis, donc par exemple ça peut être le cas d'un salarié qui vient d'entrer dans votre entreprise, qui n'a jamais travaillé dans votre entreprise, vous aurez tout de même, vous serez en capacité d'appliquer un abattement sur la rémunération nette fiscale, donc sur la base de calcul. Ça veut dire que le taux qui s'appliquera, puisque vous ne connaissez pas le taux, ce sera le taux d'AREM, celui qu'on a dit tout à l'heure, donc le taux célibataire sans enfant, mais effectivement, c'est un taux qui, dans la plupart des cas, même si ce ne sera pas forcément systématique, sera plus élevé que le taux qui pourrait s'appliquer, enfin le taux du salarié en tant que tel. Pour compenser ça, l'État, effectivement, a prévu qu'on réduise la rémunération nette fiscale. Donc voilà, donc il y aura un calcul à faire au niveau du bulletin de paye, et pour que ce calcul se déclenche, donc c'est un abattement d'un demi-SMIC, mais pour que l'abattement déclenche, il faudra que la case à cocher contrat court, que vous ayez coché au niveau du bulletin de paye. Sinon, effectivement, le taux barème ne s'applique pas sur l'intégralité de la rémunération. Ça, c'est le premier cas particulier qui existe et qui donc, a déjà été traité au niveau du logiciel. Le deuxième cas particulier, alors là, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, je vais juste vous le mettre en avant et puis on reviendra dessus dans le cadre de formation. C'est le cas des IGSS. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de la subrogation, c'est l'entreprise qui perçoit les IGSS. Et à partir du moment où c'est vous qui percevez les IGSS, c'est vous qui allez devoir prélever à la source le montant des impôts sur les IGSS. Donc c'est une opération supplémentaire, une rubrique supplémentaire qu'il va falloir que vous créiez, qu'il va falloir que nous créions. Et des outils de saisie supplémentaires, enfin des cases à saisir supplémentaires pour que quand vous réintégrez vos IGSS, alors le mécanisme des IGSS, je vous rassure, reste tel quel, hein, c'est-à-dire qu'on est bien dans la logique de la réduction nette imposable, on est bien dans la logique de la récupération des cotisations, mais au niveau fiscal, il y a une opération supplémentaire qui s'ajoute, où voilà, quand vous allez faire votre saisie d'IJ, il va falloir prendre un petit peu d'argent sur ces IJ, en fonction du taux qui s'est calculé sur la fiche de personnel. Donc effectivement, c'est un nouveau processus, c'est un nouveau système, et il va falloir que vous deveniez des spécialistes du régime fiscal des IJ, ça veut dire les IJ maladie, par exemple, sont exonérés d'impôts dans les 60 premiers jours, par exemple. Les IJAT sont exonérés d'impôts à hauteur de 50%. Donc voilà, tout ce système-là, effectivement, il va falloir que vous appreniez à le maîtriser, parce qu'il va falloir que vous traitiez au niveau de votre logiciel de paie. On vous l'expliquera évidemment, mais c'est quelque chose de nouveau. Dernier point, effectivement, cas particulier qui, dans le cas du prélèvement à la source, c'est la gestion des apprentis et des stagiaires. Évidemment, pour les apprentis et les stagiaires, numéro de sécurité sociale, donc vous allez obtenir un taux pour ces salariés-là, puisqu'ils vont être identifiés à la DGFiP. Ceci étant dit, pour ces salariés-là, pardon, excusez-moi, il y a un seuil d'exonération, pardon, excusez-moi. Donc à hauteur d'un SMIC annuel, ça veut dire que toutes les rémunérations qui sont inférieures à un SMIC annuel ne seront pas soumises à l'impôt. Donc et pour pouvoir effectivement, donc c'est un calcul au niveau du logiciel de paye. Hein. Donc encore une fois, par exemple, vous vous rendez bien compte que quand les impôts vous disent que tout sera automatique et que vous intégrerez vos taux et que tout sera simple, vous vous rendez déjà compte que là vous avez au moins 3 cas où l'entreprise devra faire un calcul. C'est-à-dire qu'il y aura une gestion des cases à mettre en place, des bulletins modèles à sélectionner. Et effectivement, si vous vous trompez dans les calculs, ça pourra avoir une incidence sur les régularisations, sur la déclaration que vous avez faite et sur les prélèvements à la source qui se sont calculés. Donc vous voyez, on n'est pas que dans la simplicité. Il y a vraiment des choses que vous devrez faire vous-même et des calculs qui devront être faits au niveau du logiciel de paye et que vous devrez contrôler. En l'occurrence, là, pour les apprentis et les stagiaires, pour qu'il y ait un seuil d'exonération qui s'applique, vous devrez choisir le bulletin modèle adéquat, donc le bulletin modèle stagiaire ou le bulletin modèle apprenti. Donc voilà, donc ça effectivement c'est les cas particuliers que je voulais mettre en avant. Donc on a parlé de fiches de personnel, on a parlé de bulletin de paye.
Donc là, c'est effectivement, donc on n'a pas les cas particuliers, c'est les éléments et les nouveaux éléments qui ont été mis en place dans le cadre de la PaySage. Nouveaux champs également ont été mis en place dans le cadre de cette déclaration, évidemment. Donc des nouveaux champs, donc effectivement, comme vous l'avez compris, c'est des éléments que vous allez avoir, tous les éléments par rapport au prélèvement à la source, vous allez devoir les déclarer dans votre DSN à partir du mois de janvier 2019. Donc pour les sociétés qui sont en déclarage de paye, on sera sur le 5 et le 15 février. 5 et 15 janvier, pardon, et pour les entreprises en janvier, ça sera plutôt en février. Et du coup, vous allez devoir déclarer des éléments nominatifs. Donc tous les éléments que vous avez calculés sur le bulletin de paye vont être déclarés. La rémunération nette fiscale, le taux de prélèvement, le type de prélèvement, l'identifiant CRM, enfin tous les éléments qu'on a vus sur les fiches de personnel vont être à déclarer au niveau nominatif. Les régularisations que vous aurez pu calculer seront à déclarer dans le détail, donc de manière nominative. Et donc le dernier aspect, c'est l'aspect paiement des cotisations, où effectivement on va ajouter, comme on a ajouté une caisse de retraite ou une portefeuille, etc., vous aurez une nouvelle caisse au niveau de l'onglet versement de votre DSN, où vous allez déclarer le montant que vous avez à reverser au niveau de la DGFiP. Une synthèse des montants sera disponible évidemment dans l'outil. Alors, par rapport à ça, SAG a mis à disposition plusieurs offres. Donc en fonction de votre situation, vous aurez à choisir effectivement l'offre la plus adaptée à votre situation et à votre cas. Donc, 3 offres que je détaillerai ensuite. Donc l'offre SagePay RHIT, telle que l'offre que vous utilisez déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est la première offre que vous proposez. La deuxième offre, donc c'est une option que vous pouvez ajouter à la paye RHIT. C'est l'option Legal Plus. Je vous détaillerai ce que va permettre l'option Legal Plus dans un deuxième temps tout à l'heure. Et la troisième offre, qu'en tout cas nous on vous conseillera, c'est l'offre. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est l'offre, et c'est la nouvelle offre, et c'est le nouveau produit Fetch ShankCloud Pay RH. Donc, c'est effectivement une offre et un produit et un outil qui remplacerait la PaySet que vous utilisez aujourd'hui. La PaySet, donc qu'est-ce qu'elle vous propose? En l'occurrence, avec la PaySet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous aurez accès à la fonction d'import, c'est-à-dire que tous les mois, vous transmettez votre DSN, vous téléchargez vos fichiers sur notre entreprise, vous les enregistrez sur votre serveur et vous pourrez aller dans votre outil, import au pass et intégrer chaque CRM et donc le CRM s'apportera dans vos fiches de personnel. Vous aurez une traçabilité, numéro d'identifiant, numéro de CRM, etc. Chaque élément sera enregistré à la clôture, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Évidemment, on vous mettra en place et vous serez capable de mettre en place des rubriques de calcul de prélèvement à la source. Vous serez capable de calculer la régularisation. En revanche, les champs que je vous ai montrés dans cette déclaration sociale ne s'alimenteront pas de même. C'est-à-dire qu'au moment vous allez calculer le prélèvement à la source et les rubriques de prélèvement à la source dans votre logiciel de paye. Et quand vous allez lancer votre synchronisation pour créer votre déclaration, toutes les structures que je vous ai montrées qui sont associées au prélèvement à la source ne se rempliront pas. Donc effectivement, il faudra les remplir manuellement. Donc ça, c'est en utilisant la PaySet. Donc effectivement, on est plus dans la logique d'un outil et d'une solution et d'une offre qui est plus adaptée pour des structures qui ont des volumes restreints. Donc on est sur la TPE. L'option Legal Plus, donc c'est une option qui s'ajouterait à la version SagePay 7 que vous utilisez aujourd'hui. Donc elle apporterait deux éléments supplémentaires. 2 fonctionnalités supplémentaires. La première, ce serait effectivement la synchronisation automatique de vos données entre la paye et cette déclaration sociale. Donc là, vos champs, vous calculeriez le prélèvement à la source sur votre bulletin de paye et les champs seront pré-remplis de manière nominative et au niveau général, au niveau du paiement, dans cette déclaration sociale et dans votre déclaration. Le deuxième aspect, la deuxième fonctionnalité qu'offre le pack Legal Plus, c'est la déclaration patron. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est la possibilité pour les personnes qui n'ont pas adhéré à la DSN, les sociétés qui n'ont pas adhéré à la DSN, de rentrer dans le prélèvement là-dessus. Donc ça, c'est l'option Legal Plus. La dernière offre et la dernière option que nous vous proposons,
Donc c'est un nouveau produit que Sage lance, c'est le produit Sage Cloud PayRH. Et donc j'associe au produit Sage Cloud PayRH le nouveau produit, puisque c'est la principal développement, la nouvelle fonctionnalité, le nouveau module qu'intègre la nouvelle version de Sage Cloud PayRH, c'est le module Sage EDI Online. Donc déjà, comme son nom l'indique, la première chose, c'est qu'on est sur une plateforme web, ce que Sage va vous mettre à disposition et qui vont vous permettre, à partir du moment où vous avez acquis la version 700 Cloud PayRH, de transmettre l'ensemble de vos déclarations. DSN, mensuel, arrêt de travail, signalement de fin de contrat. On est dans cette logique-là. Et si vous voulez, l'outil et la plateforme Sage EDI Online va se substituer à Sage Direct, l'outil de télétransmission que vous utilisez aujourd'hui. L'autre avantage du système, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous voulez suivre vos déclarations, effectivement, vous ouvrez Sage Direct. Alors, vous pouvez aussi les suivre par mail, mais vous ouvrez Sage Direct et vous n'êtes entreprise et vous vous connectez à l'entreprise pour suivre vos déclarations. Effectivement, la version 700 Cloud, associée au produit Sage EDI Online, va vous permettre d'avoir un état de suivi qui va s'intégrer dans votre logiciel de paie. Donc, vous voyez, là, vous avez un écran, une page spécifique, donc un TUI DSN, qui va vous permettre de voir les DSN qui sont en cours, les DSN qui ont été acceptés, les DSN qui ont été rejetés par type de déclaration. Donc on est sur un outil qui est beaucoup plus souple, et qui est complètement intégré dans votre logiciel de paye. Ce qui fait que, par exemple, en termes d'utilisation réseau, là vous savez que SageDirect, ce n'est pas un outil qui est parfait, même s'il fonctionne un réseau, c'est pas l'idéal. Là en l'occurrence, on sera vraiment sur un outil puisqu'il est intégré dans le logiciel de paye qui sera complètement réseau et multi-utilisateur. Ce que je vous expliquais, c'est que c'est un outil web. Donc effectivement, vous pourrez également aussi bien consulter les rapports dans le logiciel de paye, mais vous pourrez aussi vous connecter à votre espace web pour consulter l'état de vos déclarations. Et l'avantage principal de l'outil, et qu'on veut mettre en avant, c'est que en utilisant l'outil Sage EDI Online, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en utilisant la PAI 7, vous aurez à télécharger à partir de l'entreprise de votre CRM et les importer manuellement. En utilisant l'outil Sage EDI Online, vos CRM seront intégrés de manière automatique. C'est-à-dire que même si on est dans la logique d'un multi-établissement, c'est-à-dire que l'exemple que je prenais tout à l'heure où on avait 3 établissements, on avait envoyé 3 DSN, on avait obtenu 3 CRM, là en l'occurrence, en un seul clic, vous seriez capable, en utilisant Sage EDI Online, d'intégrer de manière automatique l'intégralité de votre CRM. Donc là en l'occurrence, vous comprenez bien qu'en termes de sécurité, en termes de gestion de fichiers, en termes de fluidité, en termes de, là on a parlé tout à l'heure de régularisation, j'ai commencé à aborder le sujet, de qualité de données dont parlait Dany tout à l'heure, c'est un outil qui nous semble nécessaire, en tout cas à partir du moment où vous avez du volume, il faut l'utiliser, cet outil-là, c'est nécessaire, ça nous paraît nécessaire, ne serait-ce que par rapport à cet aspect-là, d'import automatique de vos taux de prélèvement. Alors je répète, effectivement, c'est à partir du mois d'octobre que l'outil sera réellement en place, puisque du coup, c'est à partir d'octobre que la DGFIP nous mettra à disposition pour la première collecte. Pour synthétiser, du coup, donc 3 options possibles dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. La version I7, vous allez pouvoir gérer le prélèvement à la source dans le cadre des fiches de personnel, dans le cadre des bulletins. Ce que vous n'allez pas pouvoir faire avec la version I7, c'est effectivement l'intégration des éléments dans votre DSN, intégration automatique, ça sera une entreprise manuelle. Et en l'occurrence, vous ne serez pas capable d'intégrer l'intégration des CRM, de chaque CRM, sera manuel, et le patron n'est pas géré. Si vous ajoutez à votre PAI 7 l'option Légal Plus, effectivement la synchronisation deviendrait automatique, synchronisation des données entre votre logiciel de paye et votre DSN deviendrait automatique. En revanche, l'import de vos comptes rendus métiers restera manuel. Et donc la version 700 Cloud, effectivement, l'avantage supplémentaire qu'elle offre par rapport aux deux précédentes propositions, c'est l'intégration automatique en s'appuyant sur le nouvel outil et le nouveau module Sage EDI Online de l'intégralité de vos CRM.
Notre calendrier de déploiement, donc je vais terminer par ma présentation par le calendrier de déploiement que nous, on va vous proposer et que chaque consultant va vous proposer et va adapter en fonction de votre situation. Donc, je me cale par rapport au planning que je vous ai expliqué tout à l'heure de la DGFIP, c'est-à-dire que la première étape, c'est de mettre en place le pré-paramétrage, et donc on va commencer dès l'été 2018 le pré-paramétrage du pass. Donc, effectivement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a déjà travaillé dans le cadre du pilote sur tout ce qu'il y avait à faire, donc les rubriques, les constantes, tous les éléments qui à paramétrer, nous les connaissons déjà, même s'il y a de fortes chances qu'ils évoluent, mais on peut déjà commencer à travailler. Donc, on vous propose de commencer à mettre en place le paramétrage dès maintenant. En fonction du choix que vous aurez fait, effectivement, soit on installera la version StagePay 7 V10, soit la version StageChamp Cloud, mais en termes de paramétrage, c'est transparent. On en profitera, alors je ne m'attends pas sur le sujet parce que ce n'était pas le sujet du jour, mais on en profitera évidemment pour traiter le deuxième sujet d'actualité qui est le RGPD, vous présenter les fonctions que peut-être jamais à disposition dans la nouvelle version. Donc ça, c'est dans le courant de l'été 2018 et c'est jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 30 septembre 2018. La deuxième étape, c'est effectivement, c'est dans le courant de l'automne, donc c'est qu'à partir du mois d'octobre, où on se déplacera à nouveau chez vous pour installer la dernière version en vigueur que Sage va nous mettre à disposition au mois de septembre. Donc, il va nous permettre d'activer la préfiguration sur le bulletin de paye. Donc, effectivement, on mettra sans doute à jour les paramétrages qu'on aura déjà mis à jour par rapport aux derniers éléments que nous aurons communiqué la DGFIP. Et donc, du coup, on en profitera dans la deuxième session pour former vos utilisateurs. Donc, l'objectif, il est clair, c'est dans cette deuxième session, c'est que vous rentriez de plein pied dans le PAS, dans le cadre de la préfiguration, et que vous le fassiez dès l'automne, donc entre le mois d'octobre, automne et début d'hiver 2010. Ça, c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, la fin d'année. Alors, du coup, là, je parle évidemment, on activera le PAS en fin d'année. Je parle d'autres nouveautés légales, parce qu'effectivement, il ne faut pas les oublier. Ça veut dire que malgré tout, il n'y aura pas que le PAS comme sujet d'actualité en fin d'année. Les sujets aujourd'hui qu'on connaît déjà, les sujets majeurs, seront la fusion Agir-Carco et la mise en place du CICE, enfin la suppression du CICE 2019, qui sera absorbé par un nouvel allègement de charges. Donc tout ça, ça fait partie des sujets qu'il va falloir traiter et gérer en fin d'année. Donc on vous accompagnera évidemment, autant dans le cadre du PAS, mais également dans le cadre des sujets, nouveaux sujets légaux qui interviendront. J'en ai terminé. Donc effectivement, l'idée c'était de vous présenter les grands principes du prélèvement à la source, qu'est-ce qu'avait fait Sage et sur quoi on avait travaillé dans le logiciel pour vous présenter les éléments. Je donne la parole à François pour qu'il vous présente plus précisément l'offre commerciale. Bien, merci Patrick. Bonjour à tous. Donc effectivement, maintenant nous allons rentrer légèrement dans les chiffres. Je crois qu'on a tous compris l'importance de la fluidité du dialogue qui va être mise en place avec l'administration fiscale. Donc en résumé, nous allons nous intéresser à deux choix possibles. Un avec un niveau que nous allons qualifier de facile optimisé, un deuxième qui là sera plutôt qualifié de moyen. Alors évidemment, ce premier passe par l'acquisition de la nouvelle version de la migration vers une StageChamp Cloud Pay RH avec l'accompagnement de Denfil. Et donc, vous l'aurez compris, cette solution donc permettant d'avoir la totalité des automatismes. Deuxième solution, niveau moyen, qui passe là par l'acquisition de l'option Légal Plus, et donc je reste avec ma PI 7. En revanche, je n'ai pas l'intégration automatique des comptes rendus métiers. Pour les rares clients qui choisiraient cette deuxième solution, je garde ma PI 7 et je prends l'option Légal Plus. On va jeter un petit coup d'œil au tarif. L'acquisition, par exemple, quand je suis inférieur à 300 salariés, par exemple de 100 à 300 salariés, le coût est de 550 € hors taxe, avec un ajout de coût annuel de 200 €. Au-delà de 300, on voit qu'on est à 990 €, avec 225 € par an. Voilà, ça c'était vraiment pour avoir mené les détails. Alors, sur ce passage, pour la deuxième solution vers la migration sans cloud, Sage a mis en place un système promotionnel
on profite de l'offre rapidement. Plus l'offre est avantageuse, ça veut dire que sur la période d'hiver, qui était au mois de juin, on ne paye que 15% du prix du produit. De juillet à septembre, période orange, on va payer 20%. Et on continue jusqu'en décembre 25%. Pour les derniers qui prendraient le produit en 2019, je payerai 30% du prix du produit. Alors bien entendu, comme nous avons décidé, nous, d'attendre un peu, de pousser la réflexion pour être sûr de ce que nous allions vous annoncer, et comme nous ne souhaitons pas vous léser, alors nous avons décidé de pousser cette période verte, qui était sur la période de juin, jusqu'à fin juillet. Comme nous savons que les services RH aiment bien les cas pratiques, nous sommes appuyés sur deux exemples de clients de Delphine. Le premier étant une entreprise de services aux entreprises équipée d'une paye ICET de 150 salariés, un seul utilisateur. Actuellement, cette entreprise a un coût annuel qui est de l'ordre de 2190 €. Première solution, je vais vers ma migration, cette Cloud Paye RH. Alors là, j'ai donc calculé à peu près le coût d'évolution. Le coût d'évolution, il va être de 900 € hors taxe. Voilà. Et on va passer sur un coût annuel qui sera de 2250. Ça veut dire pratiquement la même chose que ce que je payais avec ma paye ICET. Deuxième solution, je choisis de rester avec ma paye ICET et j'achète mon option Pack Légal Plus. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, mon option coûte 550 €. En revanche, en ajoutant mes 200 €, je vais passer à 2390 € par an. Donc avec un conséquent par rapport à mon ancienne paye. Deuxième cas pratique, là certains vont se reconnaître, nous avons choisi un franchisé de restauration rapide équipé d'une paye de 400 salariés avec 3 utilisateurs. Aujourd'hui, cette entreprise a un coût annuel sur sa paye de 3300 €. Première solution, je migre vers ma paye SoundCloud Paye RH. Donc là, j'ai un coût de migration qui est de 1550 €, que je paye donc une seule fois. Et comme dans mon premier cas, je m'aperçois que mon coût annuel ne change pratiquement pas, puisqu'il y a donc 50 € par an. Deuxième solution, je garde ma paye ICET. Je prends mon pack Légal Plus. J'ai donc un coût d'achat de mon pack Légal Plus de 990 €. Et comme dans la première solution, le premier exemple, effectivement, là, mon coût annuel est quand même en nette augmentation puisque je passe de 3300 à 3523. Alors, vous l'aurez plus compris, au-delà de l'aspect fonctionnel, j'ai envie de dire que même au niveau de tarif, il est quand même nettement plus intéressant d'aller vers cette migration, cette Cloud Paye RH. Nous allons passer aux questions-réponses. Comme nous savons que vous allez avoir beaucoup de questions et que probablement nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions qui vont suivre, alors nous avons mis en place une boîte mail qui s'appelle PASS, donc prélèvement à la source, @danfil-conseil.fr, sur lequel vous pourrez reposer les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, sur lequel vous pouvez nous demander donc de recevoir vos différentes offres. Alors, merci de nous préciser si vous avez eu des changements en termes de salariés, en termes de nombre d'utilisateurs pour la paye, afin que nous puissions vous établir les offres les plus adaptées à chaque période d'entre vous. Voilà, je vous remercie tous et je crois que maintenant nous allons passer aux questions-réponses. Je relaisse la parole à Patrick. Effectivement, je suis en train. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oh, pardon. Voilà, je suis en train de lire les questions et je vais y répondre au fur et à mesure. Des questions. Alors, oui, alors la question prélèvement à la source, c'est des questions à propos du RGPD. Je vais répondre à la question à propos du RGPD. Alors effectivement, je parlais de la mise en place dans le cadre de l'installation de la nouvelle version dès l'été des fonctions RGPD. Il y a 3 fonctions qui ont été mises en place et qui ont été ajoutées dans la nouvelle version.
Je vous détaille rapidement les éléments, peut-être intéresser certaines personnes. Nouvelle gestion des mots de passe. Mais effectivement, par rapport à GPRD, c'est logique. Par exemple, désormais, le mot de passe, vous pouvez le créer avec 255 caractères et le superviseur ne peut plus consulter les mots de passe comme il pouvait le faire jusqu'à maintenant. Donc, une gestion plus sécurisée des mots de passe. En l'occurrence, il se trouve que dans la version 7 Jean-Claude, vous avez même une gestion des mots de passe sport qui a été mise en place, qui n'est pas en place dans la version X7. Il a été mis en place une cartographie des données, à la fois dans des données dans 7GPRH et 7 déclaration sociale, et puis donc des fonctionnalités de suppression annuelle qui a été améliorée. Ça veut dire qu'effectivement le droit social, le droit d'oubli, donc vous pourrez supprimer vos salariés en fin d'année de manière plus simple. Ils ont amélioré leur outil. On n'est pas dans la logique de la suppression au jour le jour, c'est complètement aberrant dans le logiciel de paye, mais en l'occurrence, voilà, il y a des fonctions de suppression qui ont été amenées à l'ouverture annuelle. Est-ce que je pouvais dire à propos du RGPD pour répondre aux questions sur le RGPD, ce qui sera mis en place? Deuxième, d'autres questions, oui, alors j'ai peut-être pas été assez clair. Sur les versions de paye, la version 7 Jean-Claude, par rapport à l'utilisation que vous en avez tous les jours, il n'y a pas de changement majeur. Hein. C'est-à-dire que vous allez retrouver les écrans que je vous ai montrés tout à l'heure sur le fiche de personnel, les bulletins de paye, cette déclaration sociale. Ce sera un niveau constant. Hein. C'est pas un nouveau produit, c'est pas un nouveau logiciel de paye. On est vraiment dans la continuité de ce que vous connaissez déjà. Effectivement, le vrai changement par rapport à cette Jean-Claude, c'est vraiment le module 7GDI Online qui a été mis en place. Et vous retrouverez les mêmes écrans, il n'y aura pas de surprise pour le gestionnaire de paie. Assurez-vous. Alors, d'autres questions à propos du prélèvement à la source. Le taux est donc modifiable tous les mois. Alors, il est clair qu'effectivement, le taux, vous allez l'apporter chaque mois. Donc, et il faudra être rigoureux par rapport à l'import de vos taux. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture au niveau de l'import de vos taux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, même si je vous ai parlé d'une date de validité de 2 mois, il ne faut pas que vous sautiez un import de CRM, hein, sinon ça va être assez catastrophique en termes de suivi. Donc effectivement, on est dans une logique, et il faut être capable de la gérer. Dans le cadre du prélèvement à la source, le salarié pourra changer son prix. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce système-là. Alors on est dans l'aberration, hein, c'est-à-dire que je ne pense pas que le salarié passe, et je ne pense pas qu'on arrive à des extrêmes comme celui-là. Mais dans les textes, en théorie, votre salarié pourra demander à la DGFiP, alors il ne vous le demandera pas à vous, hein, il ira demander à la DGFiP et il pourra le faire. Tous les mois, il pourra changer de prix. Donc il faudra le traiter à travers l'import du CRM mensuel. Alors, quid des CDD rattachés au foyer fiscal des parents? Alors, c'est une bonne question. Sur le principe, alors d'une manière plus large, je vais vous répondre d'une manière plus large. Il est possible que vous puissiez, en fait, ça va être le cas notamment des primo-déclarants. Voilà. Alors, on peut prendre l'exemple du primo-déclarant et ce sera la même réponse par rapport aux salariés qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Les primo-déclarants, donc les personnes qui arrivent sur le marché du travail et que la DGFiP ne connaît pas. Du coup, inévitablement, vous allez faire votre DSN, vous allez transmettre les éléments par rapport au salarié, mais la DGFiP ne connaissant pas le salarié, il n'y aura aucun taux qui sera transmis en retour. Donc, ça veut dire que vous allez appliquer le taux barème. Donc, un taux qui est plus élevé que ce que pourrait payer le salarié. La DGFiP, on les a rencontrés la semaine dernière, d'ailleurs, ils l'ont précisé la semaine dernière. Ça fait partie des cas où vous pourrez, en fait, le salarié, le contribuable pourra négocier avec la DGFiP en expliquant sa situation et en disant, ben voilà, je suis la première année où j'ai jamais déclaré d'impôt, je suis inconnu, je prévois par rapport à ma rémunération d'être imposé à hauteur de, est-ce que vous pouvez appliquer ce taux-là, même si je n'ai pas d'avis d'imposition en tant que tel, est-ce que vous pouvez appliquer le taux que je vous demande pour que j'ai des prélèvements qui soient moins élevés. Donc je pense que, je vous parlais des primo-déclarants, mais je pense que pour des salariés qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ce sera le même principe. Mais ça veut dire que ce sera aux contribuables de faire la démarche auprès de la DGFiP pour réduire le taux et pour négocier avec la DGFiP. Vous, en tant qu'entreprise, vous ne ferez qu'appliquer, et effectivement, ça c'est une règle qu'il faut bien avoir en tête, vous ne faites qu'appliquer
ce que vous dit la DGFiP. À partir du moment où vous appliquez ce que vous dit la DGFiP, personne ne pourra rien vous reprocher. Aucun salarié ne pourra vous reprocher d'avoir prélevé de l'argent alors que le salarié considère que vous ne devriez pas. On est vraiment dans cette logique-là. D'autres questions. Alors, cette logique de négociation avec la DGFiP, elle pourrait également s'appliquer. Donc, je vous ai parlé des primo-déclarants, on a parlé des CDD qui étaient rattachés au foyer fiscal. Elle pourra également s'appliquer pour les expatriés qui reviendraient en France, par exemple. Les salariés expatriés qui reviendraient en France, qui seraient inconnus de la DGFiP. Et du coup, pour lequel il faudrait qui s'appliquerait un taux barème. Donc, du coup, on serait dans la logique où le conseiller pourrait négocier avec les impôts. Juste pour préciser, les expatriés, tant que j'en parle, effectivement, ça fait partie des situations où si le salarié donc est expatrié est inconnu de la DGFiP, donc normalement en théorie vous devriez appliquer un taux barème, ça fait partie des exceptions. Ça veut dire que si le salarié est expatrié, que vous savez qu'il est expatrié, qu'il n'habite pas en France et qu'il ne paiera pas d'impôt en France, il y aura une case à cocher au niveau de la fiche de personnel, un pays qui existe déjà que je ne vous ai pas montré, et qui fera qu'au niveau du paramétrage, bien que en termes au niveau de la page prélèvement à la source, vous aurez la case pas de taux de cocher, puisqu'il n'y aura pas de taux qui aura été communiqué par la DGFiP, eh ben, il n'y aura aucun prélèvement qui s'effectuera sur le bulletin de paie. Et ça fait partie encore des cas particuliers, effectivement, les expatriés qui existent. D'autres questions. Alors, oui, la version sans cloud n'est pas en SaaS. Alors, la version sans cloud est en SaaS à travers le module. Alors, effectivement, c'est une version, on est sur le même modèle d'architecture que la version que vous utilisez aujourd'hui. Donc, il y a certains clients qui fonctionnent en mode hébergé, hein, donc qui accèdent à leur système de paye en ligne. Mais pour les personnes qui utilisent leur logiciel de paye de manière locale, ce sera le même principe, la version 700 Cloud, au niveau du logiciel de paye. La version 700 Cloud est cloud à travers le nouveau module SageEDI Online. Voilà, là, le module SageEDI Online, on est vraiment sur une plateforme web. C'est le premier pas, c'est la première étape qu'a décidé de franchir Sage. Donc c'est dans ce cadre-là que la version est cloud. Comment devons-nous procéder? Je me doute de qui a posé la question. Comment devons-nous procéder dans le sud de la région parisienne, en 77, comment devons-nous procéder lorsqu'on cotise à une caisse de congés payés? Dans le cadre du prélèvement à la source, pour moi, il n'y a pas, enfin, que vous adhériez à une caisse de congés payés ou pas, il n'y a pas de lien en tant que tel. C'est-à-dire que vous mettrez en place le prélèvement à la source de la même manière. Alors, si je peux préciser peut-être ma réponse, alors c'est pas forcément lié au prélèvement à la source, mais en l'occurrence, la plateforme SageEDI Online, vous avez encore la déclaration à faire dans le cadre de la DADS, la déclaration à la caisse des congés payés au mois d'avril. Et là, effectivement, c'est peut-être la seule particularité d'une caisse de congés payés. Vous aurez encore à utiliser le modèle DADS et les anciens modules déclaratifs, Direct, etc., pour pouvoir transmettre vos éléments. Vous ne pourrez pas utiliser cette SageEDI Online. SageEDI Online, vous ne pourrez l'utiliser qu'à travers la DSN. Donc c'est peut-être ça la particularité, mais on n'est même pas dans une particularité par rapport au prélèvement à la source. J'en profite, tant que j'y suis par rapport à la DASU. Donc comme vous le savez, la DASU, on a connu notre dernière campagne l'année dernière. Malgré tout, vous avez quand même un nouveau cahier des charges qui est paru la semaine dernière, qui nous a été communiqué, et qui pourrait être nécessaire pour certains d'entre vous. Plusieurs cas où ça pourrait être nécessaire, les caisses exceptionnelles, CNBF par exemple, ou des instituts de prévoyance ou des assurances qui pourraient vous demander une DADS. Donc ça, ce sera au cas par cas, mais de manière générale, la DADS, effectivement, n'existe pas. Alors, j'ai une question auquel je vais répondre. Donc, on nous demande est-ce qu'il est possible de créer des utilisateurs en i7 et puis d'en avoir deux autres en sans cloud. Alors non, bien entendu, ce n'est pas possible. Où j'ai 4 utilisateurs qui sont sur une taille version i7, où je passe en SageChamp Cloud taille RH, et là j'ai mes 4 utilisateurs pour cette question pratique. Alors, sur cette question-là, si je peux, en termes de sécurité, du coup, on pourra maîtriser les accès à SageEDI Online. Il y a une gestion des droits, comme elle existe dans la paye et comme elle existe dans cette déclaration sociale. Si la question derrière c'était ça, effectivement, on pourra sécuriser l'accès aux données
en fonction de la personne et du compte utilisateur que vous aurez mis en place. Hein. Si la question était liée à ça, voilà, il y a une gestion de la sécurité qui existera. Alors, concernant les payes de décembre 2018, d'habitude j'attendais les pointages jusqu'au 31 décembre inclus et faisais mes payes le 2 et le 3 janvier. Alors, oui, ça c'est un... Faut-il absolument que je fasse les virements avant le 31 décembre? Alors, c'est une question qui est extrêmement importante, c'est pour ça que j'avais insisté lors de la présentation. On est bien d'accord qu'en fait, le prélèvement à la source va dépendre de la date de paye que vous allez afficher sur votre bulletin de paye et que du coup, vous allez déclarer dans votre DSN. C'est-à-dire que ce dont il faut que vous soyez conscient, c'est que depuis la mise en place de la DSN, hein, c'est vrai qu'il y a eu une incidence l'année dernière par rapport au pré-remplissage de la déclaration d'impôt. Ce qui compte au niveau fiscal, c'est la date de paye. Et la date de paye est transmise dans votre DSN. Ça veut dire que qu'est-ce que va faire la DGFiP quand elle va recevoir votre DSN de décembre ou votre DSN de janvier? Elle va contrôler la date de paye. Si la date de paye que vous avez déclarée est en décembre, elle n'attend pas, la DGFiP n'attendra pas de calcul de prélèvement à la source. Et même si vous en aviez fait, elle n'en tiendrait pas compte. Ça veut dire qu'elle supprimerait des éléments en tant que tels. À partir du moment où, dans la DSN et donc sur votre bulletin de paye, vous affichez une date de paye en janvier, même si vous n'êtes pas en décalage fiscal, là, en l'occurrence, la DGFiP va dire, moi, j'ai une date de paye en janvier 2019, pardon, excusez-moi, je suis en droit d'exiger le prélèvement à la source, et donc, du coup, elle va attendre que vous ayez fait un calcul et que vous ayez déclaré quelque chose au niveau nominatif pour chacun de vos salariés. Donc, on est vraiment dans un contrôle sur la date de paye. Toutes les bulletins de paye dont la date de paye sera en 2018, pas de prélèvement à la source. Toutes les dates de paye en 2019, prélèvement à la source. Mais du coup, c'est important. Parce que là, je sais que par exemple, cette année, on a eu des situations un petit peu ubuesques où la DGFiP a traité les éléments de la DSN pour pré-remplir la déclaration. Et du coup, par rapport aux dates de paye qui avaient été déclarées, a mélangé les dettes imposables et les exercices fiscaux. Donc du coup, il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à la date de paye que vous allez afficher sur le bulletin de paye que vous avez déclaré sur votre DSN en fin d'année. Alors, on nous demande parallèlement à ça, est-ce que ce coût d'évolution de 15% revient tous les ans? Non, bien entendu. L'évolution, on ne la paye qu'une fois, alors si on la prend rapidement, c'est 15% du prix du produit, sinon plus. Et ensuite, vous aurez, comme ce que vous avez aujourd'hui, votre assistance annuelle tous les ans. Mais non, ce coût d'évolution, effectivement, on ne le paye qu'une seule fois. Alors, quid des salariés étrangers avec des numéros de sécurité sociale commençant par des 7, actuellement refusés en DSN, utilisation systématique du NTT. Donc ça, je vous l'ai expliqué également tout à l'heure. Bon, déjà, des numéros qui commencent par les 7, ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens s'ils sont inutilisables. Le NTT, effectivement, est toléré. Dans la logique de la DSN, il était prévu que le numéro NTT soit valable 3 mois. On en a discuté à nouveau avec la DGFiP la semaine dernière, encore une fois, c'est les questions qu'on a posées. La DGFiP ne tiendra pas compte, sera tolérante. Ça veut dire qu'ils sont aussi conscients du fait que normalement le délai de 3 mois, c'est par rapport aux salariés étrangers qui arrivent en France. Et donc c'est le délai d'immatriculation normalement qu'ils considèrent comme le plus long. Mais ils sont conscients du fait que ce délai de 3 mois, parfois, le délai peut excéder 3 mois. Donc, si vous utilisez un numéro de NTT au-delà de 3 mois, ils le traiteront. En revanche, à partir du moment où vous utilisez un NTT, il faudra être extrêmement précis par rapport aux données que vous renseignez, et donc les données suivantes. Numéro de nom de naissance, lieu de naissance, pays de naissance, département de naissance. C'est-à-dire que ces éléments-là, la DGFiP, puisque même si vous transmettez un numéro de sécurité sociale, chaque mois, la DGFiP, de toute façon, fera des croisements dans ces bases de données. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter l'erreur en maximum, ce qui est logique, hein, ils veulent éviter d'appliquer un taux à 14% pour un salarié qui fait un taux à 5%. Donc, ils vont croiser le maximum de données. Mais du coup, il faudra être extrêmement rigoureux dans la manière dont vous allez remplir le premier onglet, donc les coordonnées de la fiche de personnel. Le premier élément que la DGFiP peut utiliser, c'est le numéro de sécurité sociale. Si vous ne l'avez pas, c'est le NTT. Et en parallèle, si vous utilisez le NTT, ils s'appuieront sur les autres éléments que vous avez remplis au niveau de votre fiche de personne.
Alors, je vois une question qui revient régulièrement. Alors, attendez, je remonte un peu les questions. Est-ce que la négociation avec la DGFiP pourrait être rétroactive? Alors, ça, c'est une bonne question. Vous, en tant qu'entreprise, votre obligation, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vous devez respecter ce que vous demande d'appliquer la DGFiP. À partir du moment où vous avez appliqué ce que vous demande la DGFiP, vous êtes dans votre bon sens de ne pas vous reprocher de ne pas appliquer le taux que le salarié a voulu que vous appliquiez. D'accord? Je vais prendre un exemple très clair. Un salarié qui rentre dans la société, nouveau salarié. Donc par définition, vous n'aurez pas de taux. Le taux individualisé, vous ne l'aurez pas. Donc vous allez appliquer un taux barème, donc un taux célibataire sans enfant. Donc dans la plupart des cas, effectivement, vous allez avoir un taux qui sera supérieur au taux individualisé que vous aurez appliqué. Mais vous aurez respecté la règle que vous a demandé d'appliquer la DGFiP. Donc l'entreprise sera dans son bon droit. Sauf qu'on est bien d'accord que le salarié, vous l'aurez en face de vous et puis il va vous dire, mais attendez, c'est pas possible, vous m'avez prélevé 100 euros, 150 euros, même 50 euros hein, pour un salarié qui serait au SMIC. C'est pas possible, moi j'ai besoin de ces 50 euros à la fin du mois et à la fin de l'année je ne paierai pas d'impôt, je ne peux pas me permettre que vous avanciez de l'argent à tort et à travers, j'ai besoin de mon argent. Donc la DGFiP commence à en prendre conscience de cet aspect-là, c'est vrai que c'est quelque chose auquel ils n'avaient pas forcément réfléchi. C'est dans ce cadre-là qu'ils apportent la réponse de Topaz. Ce que je commençais à vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'effectivement pour les salariés qui rentrent, ils sont en train de mettre en place un processus où vous pourriez demander le taux au jour le jour, mais c'est un processus qui est en train d'être mis en place et qui pour l'instant est très artisanal. Donc par rapport à ça, effectivement on a posé la question, c'est encore une fois c'est la semaine dernière quand on a croisé la DGFiP. La DGFiP, dans cette situation-là, vous permettra de régulariser la situation en utilisant la régularisation de taux que je vous démontrais tout à l'heure le mois suivant. Ça veut dire qu'effectivement, le salarié aura négocié. Alors évidemment, il y aura besoin de justificatifs. Je ne sais pas encore comment les choses vont se matérialiser, mais la DGFiP, sur l'accord de la DGFiP, vous serez capable de dire vous avez appliqué un taux neutre, un taux barème de, je ne sais pas, de 6%, vous avez prélevé 50 euros. Le salarié vous dit, non, mais moi, je ne serai pas imposable. J'ai discuté avec la DGFiP m'a accordé le fait d'une régularisation rétroactive. Et donc, du coup, vous serez capable, vous, de créer une régularisation pour rembourser l'argent que vous avez trop prélevé aux salariés. Et tout ça, c'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais c'est des vrais sujets. Alors, peut-être une dernière question, je l'ai lis, on a encore le temps. Oui, on a encore un peu le temps, de toute façon on avait prévu de toute façon un temps large parce qu'on savait que les questions allaient être nombreuses. Est-ce que c'est la caisse qui prélève le salarié lorsque le salarié est en congé? Alors j'imagine que ça c'est une société bâtiment qui pose la question. Oui, de toute façon le principe est que c'est la structure qui verse la rémunération qui prélève. Donc je donnais l'exemple tout à l'heure des ISS et de la subrogation, c'est vous qui percevez l'argent, donc c'est vous qui prélevez. Donc à partir du moment où la caisse de congé payé verse les indemnités de congé dans le cadre de congé payé, c'est la caisse qui prélèvera l'argent. Ça me paraît logique en tout cas. Puis vous prélèverez l'argent, mais en fonction de la rémunération réduite de l'absence congé. Là, on n'a pas entendu parler de la caisse pour le BTP, je n'ai pas vu. Bon, bref. Alors, un salarié n'est pas imposable tous les mois lorsque son départ est porté des indemnités de départ de congés payés importantes qui font que son net imposable dépasse les 1 500 euros. Comment ça se passe puisque sur le bulletin de paye du mois de départ, il n'y a pas de passe? Alors, si, il pourrait y avoir du pass. Là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que votre prélèvement à la source, vous aurez un taux qui sera communiqué. Si vous avez un taux qui a été transmis par la DGFiP et que il s'adaptera à la rémunération nette imposable que vous aurez calculé. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que si votre salarié n'est pas imposable et que le taux est à 0, même s'il touche une indemnité de départ, il n'y aura pas de calcul qui se déclenchera.
En revanche, c'est vrai que c'est l'un des avantages qu'amène l'État par rapport à la réforme de la DGFiP. Effectivement, en revanche, s'il touche une indemnité de départ à la retraite, par exemple, là, en revanche, vous aurez, et que le salarié est imposable, là, vous aurez l'acompte du prélèvement à la source qui sera prélevé le mois où il touchera l'indemnité de départ à la retraite. Mais oui, du coup, dans votre exemple, si le taux est à 0, il n'y aura pas de prélèvement malgré l'indemnité de compensation et de congés payés. Mais rassurez-vous, on est bien d'accord que le prélèvement à la source et le PAS, on n'est que dans une gestion d'acompte. Hein. Ça veut dire que le salarié aura tout de même à établir l'année suivante une déclaration des revenus qu'il a touchés, indemnité compensatrice de congés payés comprise, et que si au final le salarié est imposable, il y aura un ajustement qui sera l'année suivante. Ce qu'il aura gagné, c'est il aura gagné un peu de trésorerie. Par rapport à ça. Donc il n'échappera pas, son indemnité compensatrice, ça n'échappera pas aux impôts. Mais en l'occurrence, dans le cas du prélèvement à la source, il n'y aura pas de prélèvement. Les prélèvements effectués. Alors, comment se régularisent les prélèvements effectués directement par l'employeur? Plus précisément, doit-on prendre en considération le taux barème passe par rapport aux acomptes, saisies, avances, mutuelles, etc. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, le prélèvement à la source est prioritaire. Ça veut dire que de toute façon, tout ce qui est... Alors du coup, il va falloir être vigilant. Hein, ça veut dire qu'effectivement, dans le cadre de la détermination de votre acompte, aujourd'hui, vous ne tenez pas compte du prélèvement à la source. Demain, à partir du mois de janvier, il va falloir en tenir compte. Donc, les acomptes que vous accorderez à votre salarié, il faudra tenir compte du fait que le taux, le net à payer que vous obtiendrez sera réduit du net du prélèvement à la source. Mais la saisie sur salaire, ou de toute façon, le prélèvement à la source, vous avez votre rubrique de brut, vos rubriques de cotisation salariale, et votre rubrique de prélèvement à la source, elle est juste après. Donc après, vous aurez tous les acomptes, vous aurez la saisie sur salaire, etc. Alors, normalement, en théorie, la saisie sur salaire, vous en aurez moins, puisque du coup, les impôts seront prélevés directement à la source, mais vous en aurez encore, hein, rassurez-vous. Déjà, ne serait-ce que pour régulariser les situations des années précédentes, ou pour des versements de pension, ou ce genre de choses. Mais effectivement, le prélèvement à la source sera prioritaire par rapport à l'ensemble des autres prélèvements. Voilà. Alors, si le bulletin de paye est à 0, comment prélever l'impôt en cas de congé parental? Vous n'avez aucune rémunération imposable. Donc, à partir du moment où vous n'avez aucune rémunération imposable, vous n'aurez pas de prélèvement. Pour les cas des congés parentaux, soyez vigilants parce qu'effectivement, si vous avez un petit bout de mutuelle que vous maintenez dans le cadre de votre d'absence de votre salarié, la part patronale est intégrée dans le net imposable. Donc, vous aurez un petit bout de prélèvement à la source qui viendra s'ajouter et qui viendra réduire encore le net à payer. Donc ça, je ne sais pas comment ça va se traiter, mais enfin bon, bref, si vous avez en tout cas pas de net imposable, vous n'aurez pas de prélèvement à la source. Le prélèvement à la source ne sera pas à 0. Alors, pouvez-vous donner plus d'explications sur les modalités de fonctionnement du PASRO? Alors, effectivement, alors le PASRO, c'est un processus et un système qui a été mis en place, puisque effectivement le PAS a été intégré dans la DSN, et le vecteur qui a été choisi la DSN. Donc, effectivement, si vous n'avez pas adhéré à la DSN, par exemple, votre établissement est à Mayotte, ou vous êtes une caisse de retraite et effectivement, vous n'avez pas encore intégré la DSN, c'est le système du PASRO qui a été mis en place. Donc, sur le principe, vous aurez mettre en place les mêmes paramétrages que les autres structures au niveau du logiciel de paye. Voilà, les onglets qu'on a vus tout à l'heure, hein, la fiche de personnel, les taux que vous apportez, les rubriques sur votre bulletin de paye, le calcul du prélèvement à la source, la gestion des contrats courts. Enfin, vous aurez la même gestion à traiter. Et en fait, la différence, elle va exister au moment où vous allez synchroniser vos données. C'est-à-dire que vous allez synchroniser vos données et au lieu, vous allez générer évidemment une DSN pour vos autres établissements. Et en l'occurrence, pour l'établissement qui n'a pas d'air à DSN, vous aurez la possibilité de créer un fichier. Alors, ce sera un fichier très basique, hein, c'est un fichier CSV, hein, tout ce qui est le plus artisanal, entre guillemets, que vous irez déposer en fait sur l'espace net entreprise. Donc, il contiendra à la fois les éléments nominatifs qui détailleront les prélèvements que vous avez effectués pour chacun de vos salariés et qui intégreront également l'ordre de prélèvement
le montant que vous aurez à verser à la DGFiP. Donc en termes de fonctionnement, le pass-through, on est dans une logique qui est rigoureusement la même au niveau du traitement de la paye, au niveau des calculs des rubriques. En revanche, c'est au niveau déclaratif. On travaillera dans cette déclaration sociale. Hein, ce sera une fonction qui sera ajoutée dans cette déclaration sociale. Elle sera mise à disposition en septembre d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore vu fonctionner, mais elle sera mise à disposition en septembre. Et dans cette déclaration sociale, et vous aurez pour l'établissement envoyé pass-through. Et voilà, et donc ce sera un fichier que vous aurez. Alors, ce module-là, d'après ce que j'ai cru comprendre, ne basculera pas par ce jeu DI online et vous aurez à déposer le fichier directement sur la compte. Donc par rapport au pass-through. Alors, si nous devons établir un bulletin complémentaire pour un salarié sorti, devons-nous reverser le pass? Alors ça, le sujet, si le bulletin complémentaire intervient dans les 2 mois qui suivent le prélèvement à la source, vous utiliserez le taux que vous connaissez. S'il est au-delà des 3 mois, vous utiliserez un taux barème, puisque vous n'aurez plus de taux valide. Mais sur le principe, à partir du moment où il y a un net imposable qui se déclenche et qui se calcule, pour moi, vous aurez, puisque ce montant-là, à partir du moment où il est versé sur l'exercice fiscal en cours, de toute façon, il va être déclaré sur la déclaration de revenus, donc il est soumis au prélèvement à la source au même titre que n'importe quelle autre rémunération. Oui. Donc du coup, la question est oui, vous devrez calculer le prélèvement à la source dans le cas d'un bulletin complémentaire. Enfin, à partir du moment où il y a une rémunération fiscale qui se déclenche évidemment. Si le bulletin complémentaire concerne une régularisation de taux, par exemple, vous ne serez pas concerné. Alors, quid du taux pour les bulletins exceptionnels, type transaction, après condamnation prud'homale, transaction simple, etc. Donc là, c'est beaucoup plus simple qu'au niveau social. C'est-à-dire qu'au niveau social, depuis le début de l'année, on s'arrache les cheveux puisqu'il y a une nouvelle règle qui a été mise en place par rapport à votre façon d'appliquer les taux qui correspondent à la période de paye. Au niveau fiscal, c'est simple. La date d'exigibilité de l'impôt, c'est le date de versement. Donc, à partir du moment où votre indemnité de transaction, vous la versez en N, vous devez appliquer le taux, le montant sera déclaré sur votre déclaration de revenus l'année suivante et vous devez appliquer le taux de prélèvement que vous connaissez en N. Si vous ne le connaissez pas, ce qui peut être le cas par exemple d'une indemnité transactionnelle que vous appliqueriez en 2019 par exemple, sur un salarié qui est parti en 2015, du coup on appliquerait un taux barème sur cette transaction et la situation se régulariserait d'elle-même au moment de l'établissement de la déclaration d'impôt. Alors, on me pose la question qu'effectivement il y a déjà des prévus en version I7. Le choix de la version 700 Cloud et le premier passage que je vous ai présenté dans le cadre du pré-paramétrage sont complètement indépendants. Justement, c'était volontaire de notre part, c'est-à-dire qu'on voulait décorréler complètement l'aspect commercial et l'aspect d'achat du produit, du choix du produit, du paramétrage. Donc, on peut tout à fait imaginer de commencer la mise en place du pass, des rubriques, des constances, des variables, en utilisant la nouvelle version StagePay 7 que vous avez aujourd'hui. Et par exemple, on pourrait imaginer d'installer la version 700 Cloud dans le cadre de la préfiguration. La version 700 Cloud, elle aura un sens, et le module DI Online aura un sens à partir de l'automne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devrez récupérer vos taux, c'est à partir de là où vous devez utiliser la version 700 Cloud. Donc vous avez ce choix de la version 700 Cloud, vous avez le temps de le faire. Évidemment, plus tôt vous le ferez, et plus les coûts, le coût sera moindre. Mais en termes de déploiement technique, nous, on a voulu le décorer parce qu'on ne voulait pas perdre de temps par rapport à toutes les discussions commerciales que ça va pouvoir générer. On voulait pouvoir commencer dès que possible parce qu'encore une fois, il y a un vrai sujet de déploiement. L'éditeur, effectivement, il y a une charte qui a été signée entre l'éditeur et la DGFiP, donc ça c'est une chose, les produits sont prêts, ça c'est très bien. Maintenant, on rentre dans la phase de déploiement. Et plus tôt on pourra la commencer, et mieux ce sera. Donc on est vraiment aujourd'hui dans cette logique-là de démarrer le paramétrage, peu importe la version que vous utilisez aujourd'hui, et la version que vous avez, la version I7 ou la version 700 Cloud. Si vous l'acquérez avant que le consultant, la version 700 Cloud, si vous l'acquérez avant que le consultant se déplace,
ou installera la version 700 Le consultant s'adaptera en fonction de la situation. Mais voilà, c'est pas un passage obligatoire, en tout cas avant la première intervention. Quid des avis à tiers détenteurs? Du coup, pour moi, mis à part le fait que le prélèvement à la source va passer en priorité, il n'y a pas de changement. Alors évidemment, normalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les avis tiers détenteurs vont être moins nombreux, puisque le prélèvement à la source, c'est bien l'objectif de l'État, de sécuriser sa trésorerie. Mais pour moi, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de changement en tant que tel. Il existera toujours malgré tout. En cas de salarié congé parental ou mater, du coup, encore une fois, si la rémunération, si par exemple vous appliquez le maintien de salaire, du coup, c'est vous qui prélèverez, le prélèvement à la source sur l'intégralité de la rémunération non nette imposable, maintien y compris. Vous aurez en plus le cadeau de prélever les impôts à la source directement sur les digis subrogés. Si vous n'avez pas maintenu si vous n'appliquez pas de maintien de salaire dans le cadre de la maternité ou de la paternité, votre rémunération sera réduite et du coup, vous ne prélèverez pas d'impôts sur ces éléments-là. Alors, on parle d'intéressement et de participation. Alors, c'est un sujet, effectivement. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que la participation à l'intéressement n'est imposable qu'à partir du moment où les sommes sont débloquées. C'est les discussions qu'on a en cours, qu'on a démarré, on n'a pas forcément encore toutes les réponses. Mais en tout cas, le sujet, c'est qu'à partir du moment où les sommes ne sont pas débloquées, qu'elles sont versées sur un compte banque, bloqué, de toute façon, il n'y a pas de notion d'imposition. Donc là, c'est complètement transparent en termes de passe. En revanche, quand elles sont débloquées, le salarié débloque, là, il y a une notion d'imposition. À mon sens, mais ça restera à vérifier étant on est en train de travailler sur le sujet, à mon sens, je ne sais pas si ce sera l'employeur de faire le prélèvement. Je ne suis pas certain, puisqu'en fait, ce n'est pas l'employeur qui verse la somme d'argent. C'est plutôt la banque. Donc je ne sais pas qui va prélever. C'est des sujets sur lesquels on travaille. Je ne peux pas vous apporter de réponse très claire, mais effectivement, c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on apporte une réponse. Net imposable négatif, c'est impossible. Je sais qui pose la question. C'est très très mal de poser cette question-là. Bulletin de paye négatif est impossible. Non, on sait très bien ce qui est possible dans la vraie vie. Le net imposable, de toute façon, le prélèvement à la source n'existera que pour le net imposable, au-delà de zéro. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prélèvement négatif, il n'y aura pas d'ajustement négatif par rapport à ça. Sauf que dans le cadre, alors, on est dans le cadre d'un bulletin courant, on est bien d'accord. En revanche, on pourra faire des régularisations négatives, mais dans le cadre d'une régularisation. C'est-à-dire que vous voulez régulariser un montant que vous avez prélevé il y a 4 mois, là, vous pourrez faire une régularisation négative. En revanche, si sur le mois en cours, vous avez un net imposable négatif, il n'y aura aucun prélèvement à la source qui se déclenchera. Oui, voilà, c'est ce que je pouvais répondre. Alors, la question posée par rapport à la déclaration d'impôt, qu'une fois la déclaration d'impôt effectuée en mai ou en juin 2019 par le salarié, il est probable que le salarié n'ait plus à payer d'impôt en novembre ou en décembre s'il a trop versé sur les mensualisations. Comment se fera la régularisation en paye? Il n'y a aucune régularisation qui sera en paye. Ça veut dire que le salarié, donc là, il a fait sa déclaration d'impôt sur ses revenus 2017, il y a un taux d'imposition qui s'est calculé, que vous allez appliquer à partir du mois de janvier 2019, vous allez l'appliquer en janvier, en février, en mars. Le salarié pourra vous demander de faire évoluer son taux en fonction de ce qu'il estime être le plus juste, donc le taux pourra évoluer au cours d'une année. Effectivement, en mai 2019, il va faire sa déclaration et il va déclarer ses revenus 2018. Il y a un avis d'imposition, effectivement, qui va, là en l'occurrence, en plus, on est sur une année blanche, donc de toute façon, il y a un crédit d'impôt qui va se déclencher, donc c'est encore une année un petit peu particulière. Mais en l'occurrence, vous aurez un taux d'imposition qui va se déclencher en septembre 2019, un nouveau taux qui pourra s'ajuster, que la DGFiP vous transmettra dans le cadre de CCRN et que vous aurez appliqué sur les rémunérations. Donc effectivement, si le salarié n'est plus imposable, donc il aura un taux à zéro, à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, mais il n'y aura aucun ajustement sur les mois précédents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mois est cadré, c'est terminé. Et la régularisation sur les revenus 2019
elle ne se fera que sur la déclaration que la personne fera en 2020. Donc, 1 an et demi après. Donc, effectivement, il faut bien avoir cette idée de décalage. Il y a que le prélèvement à la source, on est vraiment dans la logique de prélever l'argent en temps réel, mais on est dans une logique d'acompte. Ça veut dire que la déclaration d'impôt et le décalage de la déclaration d'impôt par rapport au revenu existent toujours, et le solde de votre impôt existera toujours et aura toujours lieu l'année suivante. Donc, effectivement, si le salarié a trop versé d'argent dans le cadre du prélèvement à la source, si vous avez appliqué le taux que vous communiquez à la DGFiP au fur et à mesure, vous n'aurez pas de correction à apporter, d'accord? Et le solde, et le calcul du solde se fera l'année suivante. C'est vrai que les mécanismes qui vont être complexes à appréhender, et complexes surtout à expliquer aux salariés, mais clairement, voilà, la DGFiP va vous communiquer des taux chaque mois qu'ils auront calculés par rapport aux déclarations N-1 de janvier à septembre. En septembre, selon la déclaration d'impôt que vous avez fait en N, mais voilà, on ne reviendra pas sur les éléments qui ont été calculés. On est dans une logique d'acompte. Donc le solde de l'acompte sera bien calculé par la DGFiP et c'est la DGFiP qui est en responsable. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure et il est possible que ça crée des points d'échauffement avec les salariés. Mais ce ne sera pas l'entreprise de le traiter et de le gérer. Ce sera la DGFiP de le traiter. Ils ont mis un numéro vert en place, surtaxé d'ailleurs. Mais voilà, ce sera la DGFiP de le traiter, ça ne sera pas vous. Il n'y aura pas de régularisation en pays. Combien de temps pour recevoir un devis version CAD 100 du coup, n'hésitez pas à contacter soit François envers vous, soit votre gestionnaire commercial habituel, ou Jérôme Lucano. Et donc, il vous communiquera les éléments dès que possible. Alors, il y a d'autres questions par rapport à la participation. Ça, c'est un sujet, encore une fois, il faut qu'on pose la question à la DGFiP. Ça ne fait pas partie des sujets. Enfin, je préfère pas vous dire de bêtises en tant que tel. Donc, je préfère attendre la réponse claire de la DGFiP. Alors, une question par rapport à la procédure que le salarié d'entreprise pour changer son taux. Est-ce qu'il doit contacter l'entreprise? Non, surtout pas. Ce n'est pas vous, c'est la DGFiP. Le point d'entrée, c'est la DGFiP. Uniquement la DGFiP. C'est-à-dire que vous n'avez pas à traiter, le salarié vous changez. Vous devez appliquer ce que vous demande d'appliquer la DGFiP à travers les CRM qu'elle va vous transmettre. Et uniquement, votre rôle, il s'arrête à ça. Alors, après, on est bien d'accord que vous allez être en première ligne face à vos salariés, donc il va falloir être quand même capable de leur répondre. Mais sur le principe, on a même eu, encore une fois, c'est le message qu'a fait passer la DGFiP, et ils vont continuer à le faire passer jusqu'à la fin de l'année. Ils ont mis en place un numéro vert, et vraiment, le message, c'est que l'entreprise ne doit pas se substituer à la DGFiP. La DGFiP reste l'interlocuteur principal du contribuable. Donc, tout ce qui est changement de taux, tout ce qui est réclamation en termes d'impôts, de prélèvement à la source, etc., la discussion, elle doit avoir lieu avec la DGFiP. La DGFiP, ensuite, agira et vous communiquera les ordres qu'elle doit vous communiquer. Vous, si à partir du moment où vous appliquez les ordres, le donneur d'ordre, c'est la DGFiP pour vous. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la logique DGFiP entreprise. Donneur d'ordre, c'est la DGFiP. Vous devez appliquer, vous devez suivre ce que vous demande d'appliquer la DGFiP. À partir du moment où vous appliquez ce que vous demande la DGFiP, vous êtes dans votre bon droit et vous avez fait ce qu'il fallait faire. Alors, seule une demande écrite suffit. Là, c'est encore une fois, là, c'est des processus que nous, on ne maîtrise pas et qui seront précisés, je pense, par les équipes au fur et à mesure. Encore une fois, il y a un numéro vert qui a été mis en place. Aujourd'hui, ils communiquent sur ce numéro vert. C'est-à-dire qu'après les démarches en tant que telles, de toute façon, on pourra vous les chercher, et puis je pense que l'expérience va faire qu'on les maîtrisera, mais aujourd'hui, la DGFiP répond que c'est pas la DGFiP qui traitera le sujet. Et que les échanges entre vous et l'entreprise passeront à travers le compte rendu métier, donc à travers la DSN. Donc je répète, il y a une autre question à propos de cette champ cloud et les paramétrages. C'est pas nécessaire de migrer vers la version 700 cloud pour mettre en place les premiers paramétrages.
Qu'entendons-nous par revenu exceptionnel à déclarer par le contribuable Là, je vous avoue que je ne comprends pas ce que vous voulez dire par revenu exceptionnel. À partir du moment où le revenu doit transiter par la paye et qu'il est imposable, de toute façon, il y aura un prélèvement à la source qui déclenchera. Donc après, ah oui, revenu exceptionnel, non pardon, je vois le sens de la question. Oui, on parle de l'année blanche, sans doute. D'accord. Oui, c'est deux choses différentes. Oui, d'accord, je vois qui pose la question, donc j'imagine elle a déjà posé la question par ailleurs. Oui, donc c'était par rapport à l'année blanche et la question est de savoir qu'est-ce qui va être exonéré d'impôt, qu'est-ce qui ne va pas l'être et qu'est-ce qui va rentrer dans le cadre du crédit d'impôt qui va être appliqué cette année spécifiquement enfin l'année prochaine par rapport à la déclaration d'impôt de 2018. Encore une fois, ça va être à l'appréciation de la DGFiP. Ça veut dire que, pour être tout à fait franc avec vous, ce qu'ils ont expliqué, l'idée c'est que la DGFiP, ce qu'elle veut faire, c'est éviter les effets d'aubaine. Ça veut dire que, clairement, elle veut éviter que les entreprises, en 2018, en décembre 2018, versent des salaires et des primes qu'ils auraient dû verser en décembre 2019 pour éviter d'avoir à payer les impôts. Donc le principe, il est là. Le principe que nous a expliqué la DGFiP, c'est qu'ils ont déterminé une règle, alors une règle qui est très subjective. Ça veut dire qu'en fait, ils vont comparer les dernières années, les derniers revenus nets imposables. Ils vont vérifier qu'il n'y ait pas d'aberration et d'évolution inhabituelle, on va dire, entre guillemets. Et puis en fonction de ça, je pense que ils vont analyser la situation et dire là, effectivement, il y a une augmentation nette imposable qui nous paraît inhabituelle. Donc on va enquêter auprès du salarié et on va lui poser la question et on va demander au salarié de s'engager pour que le salarié dise, voilà, les revenus que j'ai touchés sont liés à une augmentation de salaire, sont liés à des heures supplémentaires. Et dans ce cadre-là, la DGFiP a expliqué que ça ne serait pas soumis à l'impôt et que ça rentrerait dans le cadre du crédit d'impôt. En revanche, si on parle de primes exceptionnelles, si on parle de primes d'objectifs, on parle de primes de bilan ou même de revenus exceptionnels en tant que tels qui ne sont pas liés au contrat de travail, la DGFiP dit, je vais prélever mon complément des impôts sur la plus-value que le salarié a touché. Donc ça reste très subjectif à l'appréciation de la DGFiP et je pense que le contribuable va être sollicité par la DGFiP et la DGFiP va demander au contribuable de s'engager en disant le surplus c'est lié à une augmentation de salaire. Le contribuable va s'engager et sans trop m'engager, je pense que si le salarié dit je ne paye pas d'impôt, c'est possible qu'il y ait un contrôle fiscal qui déclenche et que du coup, que la DGFiP aille un peu plus dans le détail. Après, je pense que ça va être surtout des effets de volume. Ça veut dire que si la DGFiP se rend compte que le surplus est colossal, il ira faire une analyse un peu plus précise. Si elle se rend compte que c'est à la marge, je pense qu'elle passera il n'y aura pas de surcotisation. J'ai une question, pouvez-vous nous envoyer votre présentation? Alors du coup, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la présentation a été enregistrée. Donc l'objectif, c'est de vous mettre l'enregistrement à disposition. Et puis il est aussi possible qu'on vous mette à disposition le document que je viens de vous montrer en téléchargement. On peut peut-être répondre à encore quelques questions. Je ne sais pas, on avait jusqu'à midi. Je ne sais pas où on va peut-être conclure. Ouais. Tu veux conclure? Oui, je voudrais reprendre la Benjamin Moula qui parle. Je pense que tout le monde a compris. Bon, vous, comme j'ai dit en préambule tout à l'heure, vous êtes quand même des dossiers très impactés par le prélèvement à la source. C'est pour ça qu'on a voulu communiquer auprès de vous. Le nerf de la guerre, c'est quand même de respecter la politique de la DGFiP. Donc déjà, être gestionnaire de paie aujourd'hui, c'est une difficulté. Il faut établir ses payes en temps et en heure. Après, faire le déclaratif entre 1 et 5 ou entre 5 et 15. Là, on nous charge la mule encore avec la collecte des impôts. Alors, c'est évident que pour moi, il faut absolument avoir une fluidité et une synchronisation avec la DGFiP. Parce que si on n'est pas capable d'aller chercher en automatique, ou alors on risque éventuellement d'oublier d'aller chercher un fichier ou faire une erreur de téléchargement de fichier, on sera donc dans l'erreur vis-à-vis de la DGFiP. Et vous avez compris que là, on aura une obligation de régularisation. Et là, ça devient effectivement un travail colossal. Donc voilà, donc pour moi, la fluidité et le produit audio online, demain matin, c'est l'avenir. Il faut qu'on travaille ce qu'on appelle en machine to machine pour donc fluidifier tout le travail et la responsabilité qu'elle gestionne de paye au sein de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire en conclusion.
Merci. Ben, écoutez, du coup, alors, je vous précise, donc effectivement, la vidéo sera mise en ligne. On vous transmettra la présentation, on vous la mettra à disposition en téléchargement. N'hésitez pas à utiliser l'adresse qu'on a mis en place, passe@unpiliconseil.fr, si vous avez, aussi bien au niveau commercial que si vous avez des questions. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Donc, on va les enregistrer, on va les lister, et puis on vous répondra, les noms sont associés, donc on vous répondra personnellement aux questions auxquelles on n'a pas déjà répondu. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire. Comme vous l'avez compris, prochaine étape, version 7 Jean-Claude, et puis le consultant habituel avec lequel vous travaillez qui va vous contacter pour organiser le déploiement. Écoutez, je vous souhaite une bon appétit d'abord, parce qu'il est midi, une bonne après-midi, et puis à bientôt. Au revoir.